Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Un podcast qui te parle d'études et ton futur, mais pas comme ta conseillère d'orientation. Aujourd'hui, je suis très bien accompagné puisque je suis avec la présidente des étudiants orthophonistes de Paris, ou l'APO pour les plus connaisseurs, c'est Agathe Philippe. Bonsoir. Salut Agathe, comment ça va? Bah écoute, ça va, un peu fatiguée, beaucoup de choses à faire, mais que du fun. Mais ça va, tranquillement. Que du fun. Bon, t'es contente d'être là pour la première? Très honorée d'être la première. Écoute, j'espère qu'on va faire minimum 1 million d'écoutes. Au moins. J'espère. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'études en orthophonie. Et quoi de mieux que ce métier pour commencer un podcast, puisque tout le long de l'enregistrement, elle va me juger sur ma diction. J'ai déjà commencé. Ah, super. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces études, assez floues pour un néophyte comme moi, et aussi ce que comprend ce ou ces métiers, puisque je crois savoir qu'on peut faire différentes choses quand on fait orthophoniste. Oui, alors du coup, on va pas parler de spécialisation, parce que techniquement, on n'a pas le droit de se spécialiser dans un domaine plus qu'un autre, on est censé pouvoir traiter de tout. Mais il y a beaucoup plus de domaines qu'on croit. Beaucoup de gens, quand on parle d'orthophonie, vont dire ah, j'y étais quand j'étais petit, je confondais les B et les P, j'avais un cheveu sur la langue, ou on pense beaucoup à la dyslexie aussi, alors que c'est pas du tout que ça. On va avoir effectivement tous les troubles 10, mais on va aussi avoir toute une sphère ORL, toute une sphère neurologique avec la gériatrie, et la dernière, du coup, c'est porté sur le handicap et la pédopsychiatrie. Okay. Donc là, on va vraiment toucher à beaucoup de choses en orthophonie. C'est vraiment pas fermé comme domaine. Mais ça, de toute façon, on détaillera ça un peu plus tard, je pense. Après, il faut savoir que, du coup, pour les néophytes, tous les termes techniques, il va falloir que tu les expliques hyper simplement. Pas de soucis. Pour que je comprenne, parce que je suis un peu idiot, mais ça va le faire, j'espère en tout cas. Mais du coup, avant de détailler tout ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et ton parcours pour en arriver où tu es en train d'enregistrer ce podcast? Depuis la terminale, du coup? Écoute, depuis la terminale, ou qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça voilà. Alors, du coup... Quel a été ton cheminement? J'étais en terminale ES, tout comme toi. Yes. Et en terminale, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai eu envie de faire beaucoup de choses différentes dans ma vie. J'ai voulu faire boulangère, d'abord. Ça arrive à des gens très bien. Sache-le. J'ai voulu faire peintre, j'ai voulu faire écrivain, j'ai voulu faire prof. Je crois que c'est tout. J'ai un peu tourné autour de ça. Et du coup, en terminale, j'étais un peu partie sur l'idée de faire prof de maths ou un truc dans les maths, mais à part prof de maths, on sait pas trop ce qu'on peut faire, quoi, quand on dit tu fais une licence de maths, voilà. Mais j'étais très branchée maths. Mais du coup, pourquoi choisir ES et pas S si t'étais... Enfin, tu vois, c'est assez caricatural, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aimais beaucoup les maths, mais j'avais 5 en physique-chimie, quoi, donc bon... Ça peut s'expliquer, effectivement. Mais... En quoi tu t'es dit orthophonie, ça marche avec les maths? Enfin, je veux dire... en fait, j'ai pas fini. Ah excuse-moi. J'arrête. Je ne parle plus. Je te laisse. Du coup, j'étais un peu partie sur ça, mais je savais pas trop... parce que du coup, c'était à l'époque d'APB, il y avait pas encore Parcoursup. Et il fallait... on nous mettait une pression de ouf pour trouver les vœux, pour comme tout Parcoursup, ça. C'est bizarre. Oui, c'est ça. C'est pareil. Mais c'est tout aussi le bordel. Et je savais pas trop ce que je voulais faire. Et... c'est vraiment une anecdote nulle. Non, mais j'étais chez ma médecin généraliste à l'époque qui me parlait justement d'orientation parce que c'est vraiment le sujet dont on te parle quand t'es en terminale. Et elle m'a dit mais dans la santé, il y a plein de métiers cool. Parce que moi, je voulais aussi avoir un contact avec les autres. Donc, prof de maths, c'était plutôt pour les élèves, les étudiants, tout ça. Mais j'avais aussi pensé à un moment à assistante sociale quand j'étais en terminale. J'étais vachement branchée sur l'aide aux autres. Et elle m'avait parlé justement du métier d'orthophoniste. Et elle m'en avait parlé très brièvement en mode il en manque plein.
tu vas voir, c'est un super milieu, vraiment il y en a besoin, n'hésite pas, fonce et tout. Et j'avais fait un peu mes recherches de mon côté, et c'était des recherches qui restaient beaucoup en surface parce qu'au final moi-même j'avais pas réalisé qu'il y avait tous les domaines dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. Et à l'époque c'était des concours pour entrer en école d'orthophonie, ça allait plus... T'allais en parler, je te devance. Du coup ça allait plus depuis 2 ans. Mais du coup je me suis renseignée sur tout ce qui était prépa, tout ce qui était ville de concours, tout ça, parce que je sais pas si t'avais prévu de parler du concours après, si, mais justement alors je n'en dis pas plus, mais voilà, donc je me suis renseignée un peu sur tout ça, et sur le coup c'était un peu, enfin on peut dire que c'était un peu un coup de tête, parce que c'est vrai que c'est pas un métier que j'avais envie de faire depuis toujours, que j'avais c'était pas mon rêve, c'était vraiment oh bah ça a l'air chouette, puis il en manque, il y en a besoin, je vais aider les autres, ça va être fun. Et à côté de ça, enfin sans vraiment m'en rendre compte, j'avais du coup mon grand-père qui à l'époque avait une orthophoniste qu'il haïssait de tout son cœur, et quand j'y repense, je trouve ça quand même marrant que je me sois orientée là-dedans, alors qu'à l'époque j'avais pas du tout fait le rapprochement. Et tu voulais juste te faire haïr par ton grand-père en fait. Alors c'était pas trop le but, c'était plus je vais être une ortho qui déteste pas. Je vais lui faire des petites prises en charge, c'est ça. Je vais lui prouver que les orthos c'est pas si terrible. C'est ça. Et du coup, quand t'as fait tes recherches, t'es allé où en fait? Enfin, comment t'es allé sur internet et juste t'as tapé comment devenir orthophoniste et bam? Oui, j'ai vraiment tapé orthophonie sur Google d'abord, pour en savoir plus sur le métier. Et après, j'ai tapé comment devenir orthophoniste ou comment intégrer l'école, parce que j'avais dû lire que c'était des écoles. Du coup comment intégrer, après tu tombes vite en fait sur des sites de prépa, des sites par exemple les sites de la FNEO ou de la FNO qui sont les fédérations étudiants orthophonie ou fédération orthophonie, donc sur tout le territoire, et c'est des sites qui donnent beaucoup d'infos, donc en vrai sans le vouloir j'avais dû tomber sur ces sites là aussi. Et voilà, enfin c'était vraiment des recherches très basiques. Mais du coup t'avais rencontré des étudiants qui avaient déjà fait ces études là ou pas du tout? Tu t'es dit let's go, je me lance, c'est vraiment ce qui me fait plaisir quoi. Pas du tout en fait, quand j'ai cherché tout ce qui était prépa, tout ça, je m'en souviens très bien, j'étais en train de prendre un bain, enfin, peut-être faudra couper ça, mais je m'en souviens très bien. Je prenais un bain et j'ai appelé ma meilleure pote et qui savait pas non plus ce qu'elle voulait faire, et je lui ai dit mais viens on fait orthophoniste, quand j'y repense je sais même pas pourquoi je l'ai appelé en lui proposant de le faire, parce que pourquoi on ferait la même chose, et elle m'a dit... Parce qu'il y a peut-être un côté rassurant à faire ça entre potes, tu vois, au moins t'as un repère quoi. Surtout que la prépa c'est quand même un truc qui fait assez peur, les concours tout ça c'est compliqué de se faire des potes en prépa. C'est ça, et puis si je peux en rajouter, c'est que les concours c'est dans toute la France, donc tu pars seul dans toute la France, c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un sur qui compter. C'est sûr. Pour partir comme ça. Et du coup je l'ai appelée, et elle m'a répondu « je suis déjà inscrite ». Ah bah super. Fallait y elle aller. m'a dit vraiment je t'en ai parlé il y a un mois, je me suis inscrite, et j'étais là ah d'accord, c'est peut-être pour ça au final que inconsciemment je me suis dit inconsciemment je savais qu'elle y était, mais j'avais pas fait le rapprochement encore une fois, et du coup je me suis dit let's go, et le lendemain je disais à ma mère je vais faire orthophoniste, je vais m'inscrire en prépa, et puis... Et ça l'a surprise ou pas du tout? Ma mère? Ouais. Un peu au début, elle s'est dit est-ce que c'est vraiment un choix, comme tous les parents quoi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire, est-ce que t'es sûr, parce qu'en plus les prépas c'était des prépas privées, du coup c'était hors APB, donc tout de suite t'as un coût. Donc c'est sûr qu'au début c'était un peu t'es sûr, ça sort un peu de nulle part, mais après j'ai eu le concours et tout ça, du coup ça a pu la rassurer. Premier coup, doit-on le rappeler? Premier coup. Et aujourd'hui, donc là, t'es en 3e année. C'est ça. Si je me trompe pas. Et quel est ton quotidien avec les cours? Enfin, que fais-tu de tes journées finalement? Et là, en 3e année, à l'école de Paris, on a un rythme qui est de 2 jours de stage par semaine et 3 jours en cours. Enfin, plus ou moins en fonction des journées. C'est vrai qu'il y a d'autres centres de formation dans la France, oui, qui ont des systèmes où on va avoir 1 mois de cours, 3 semaines de stage dédiés, et après, hop, on repart en cours. Enfin, vraiment une période dédiée au stage. À Paris, c'est très au fil de l'année.
Par exemple, en L1, on va avoir le vendredi de banalisé, en L2 le mercredi, en L3 mardi, jeudi, Ouais. M1, Ok. M1 c'est d'autres jours, et Oui, ça M2 change c'est tout d'autres le jours. temps. Ouais. Chaque Du année, coup, ça change. oui, c'est ça, mais c'est vraiment le concept de on a des jours banalisés chaque semaine, et D'accord. c'est pas une grosse... Une grosse session de stage. C'est ça. Mhm. Après, mardi, jeudi, c'est pas ouf. Enfin, c'est très fatigant de faire ah bah lundi, hop, on va à la fac, hop, mardi, on va en stage, mercredi, Ouais. fac, stage, refac. Mais t'as pas une continuité en fait dans le truc. Enfin moi j'ai l'impression, moi j'ai déjà fait des stages avec des gros blocs de stages et des stages alternés entre les jours. Mhm. J'ai l'impression d'avoir plus de continuité quand je faisais des gros blocs que quand je faisais des petits. Enfin tu vois au niveau insertion dans l'entreprise ou quoi, tu vois. Bah après, dans le domaine de la santé, c'est différent. Dans le sens où, par exemple, quand j'avais fait mon stage en libéral l'année dernière, du coup, c'était les mercredis. Et du coup, je voyais toujours les mêmes patients, parce que c'était les mêmes tous les mercredis. Et ça me donnait une continuité sur ces patients-là. Alors que si j'avais fait un bloc, j'aurais vu effectivement les mêmes patients, mais moins longtemps. D'accord. Donc Ouais. au lieu de voir les patients du mercredi 10 fois, parce que c'était 10 jours ce stage-là, j'aurais vu 2 fois tous les patients de la semaine. D'accord. Oui bah oui c'est clairement mieux de. C'est ça. Ouais de comme ça être au compte-gouttes. C'est ça. Voilà. Au moins tu peux suivre plus facilement les patients. Non, c'est ça. Et je voulais savoir, alors c'est peut-être une question un peu compliquée, mais pour toi, enfin, quand tu es orthophoniste et là actuellement dans tes études, c'est quoi je sais pas, les 3 qualités, les principales qualités pour être orthophoniste ou pour devenir orthophoniste en tout cas? Je pense que il faut être organisé Ouais. parce que souvent il faut préparer ses séances à l'avance, à moins que tu sois par exemple dans un CMPP, donc un centre, j'ai peur de dire une bêtise, un centre Tu peux regarder, hein, médico-psychologique si tu et veux. pédagogique, il me semble que c'est ça. Où là tu vas plus avoir par exemple des enfants handicapés, où là tes séances vont pas du tout être organisées de la même manière que si t'as un enfant dyslexique, où là tu vas te dire bon bah on va commencer par un exercice écrit, après on va faire un exercice, tel ou tel exercice, Ouais. et vraiment faut planifier. Et là j'ai pu le voir dans mon stage de cette année, où ma maître de stage elle m'a beaucoup demandé de planifier des séances à l'avance pour que moi je puisse les faire, et c'est vrai que c'est un travail monstre. Enfin c'est un travail monstre pour moi parce que je suis qu'en 3e année et j'ai pas toutes les clés, mais c'est vrai que c'est quand même chronophage, surtout quand tu sais que à côté de ça t'as quand même pas mal d'administratifs, de compte rendu de bilan à rédiger, de compte rendu de rééducation. Donc je pense que c'est important de bien avoir une bonne organisation pour garder tout ça au clair. Mhm. Plus si t'es en libéral, tu dois gérer ta compta, tes rendez-vous, tes machins. On va en parler du libéral. Ah, je te devance de Non, partout. mais... Du coup, tu m'avais dit 3. 3, t'es pas obligé, hein. Après, tu fais... Ah, mais t'en on me faire dit 3, moi je 28, fais 3. Hein. Tu fais comme tu veux. Après, je pense que, comme tout métier de santé, c'est important d'être bienveillant et à l'écoute. Surtout en orthophonie, on a beaucoup de cours de psychologie, de psychiatrie. Et c'est pas pour rien, on a beaucoup de patients qui vont se livrer, surtout quand c'est des jeunes, des enfants. Et on est un peu la personne extérieure vers qui ça va être facile de se tourner. Ouais. Et voilà, donc je pense que quand même, les cours de psycho, ça nous fait un peu chier maintenant, mais au final c'est quand même utile parce que ça nous permet quand même d'avoir des clés pour gérer des choses. Par exemple, quand on a un patient qui est dans le déni, ou une famille qui est dans le déni des pathologies du patient en question, c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer, on n'a pas toujours les clés. Et je pense que c'est important vraiment d'avoir toujours une approche bienveillante, à l'écoute, et on n'est pas là pour corriger les gens entre guillemets, on n'est pas là pour les juger et leur dire ah bah là t'as fait une faute, ah bah tu confonds TB et TP, je reviens sur tout à l'heure. Pourquoi tu parles de mon enfance? C'est pas cool, c'est pas sympa. C'est un petit clin d'œil. On n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour accompagner nos patients. Et voilà, quoi. J'ai perdu un peu mon fil de pensée. Mais d'accord. Et en termes de qualité d'étudiant orthophoniste, je sais pas si tu vois la différence de ce que je veux dire, mais tu vois, quelle est la qualité de l'étudiant orthophoniste? Faut avoir des nerfs en acier. Hein. Des nerfs en acier, mais exclusivement à Paris ou dans toutes les facs? Ça dépend des...
J'allais dire ça dépend des CF, mais même pas, parce qu'en fait... CF, c'est quoi ? Centre de formation, j'allais Ok. dire du coup. Non, mais... Chaque CF est très différent, dans le sens où par exemple à Lille, on va avoir des journées qui sont 9h-17h tous les jours de la semaine. Alors qu'à Paris, ça va être fatigant aussi, mais dans le sens où on va avoir un cours le matin très tôt et un cours le soir très tard, parce qu'en fait à Paris on a beaucoup de profs qui sont en fait des intervenants Ouais. et qui vont être soit des chirurgiens, soit des orthos, beaucoup aussi, et c'est vrai que c'est la richesse qu'on a dans le CF de Paris, mais du coup ça crée un rythme qui peut être assez compliqué. Mais du coup, on a des profs qui pèsent un peu, quoi. Voilà, bien sûr, bah c'est Paris, écoutez. Voilà. Mais du coup, voilà, justement, en termes de profs, hormis les chirurgiens et les orthophonistes, est-ce que vous avez d'autres intervenants d'extérieur qui, au prime abord, sont pas du tout, enfin, touchent pratiquement pas à votre domaine, quoi. Et ça t'a surprise et... Non, pas vraiment. Dans mes souvenirs, on a vraiment eu ortho, phoniatre. Ça, c'est quoi, des phoniatres ? Phoniatre, c'est quelqu'un qui s'occupe de la voix. D'accord, c'est pas une insulte. Non, ok. Non, mais je précise. Je saurais pas trop t'en dire plus, j'avoue que je sais pas trop. Enfin, j'ai pas la définition en tête d'un phoniatre, mais c'est quelqu'un, enfin, ça s'occupe de la voix, quoi. C'est vraiment phono, la voix. Je dis ça, mais ça se trouve pas Phono du tout. la voix, bien sûr. Non, mais c'est vous pour êtes dire sur que un c'est en podcast rapport. de culture. Mais voilà, après, en première année, on a peut-être eu, effectivement, par exemple, en sciences de l'éducation, des gens qui étaient pas forcément ortho ou pas forcément, enfin, qui étaient peut-être dans l'éducation nationale. Je sais que moi, quand j'étais en L1, c'était une femme de l'éducation nationale, mais ça a changé 2 fois entre-temps, du coup, je saurais pas te dire. Mais dans mes souvenirs, non, on a quand même une majorité d'orthophonistes ou alors de professionnels de santé. Voilà. D'accord. Et la majorité qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, du coup, là où est la fac pour l'orthophonie. Ok. Je voulais savoir, entre la première année et les années suivantes, qu'est-ce qui change dans ta manière de fonctionner ? Qu'est-ce qui change en fonction des cours ? Est-ce que t'as plus de cours d'une certaine matière et d'autres qui arrivent ? Ou est-ce que c'est toujours les mêmes cours et juste tu approfondis ces cours ? En fait, les cours sont complètement différents d'une année sur l'autre. Ouais. On va pas du tout avoir les mêmes cours. On va avoir certains cours qui se continuent entre guillemets, ou par exemple, là, ce semestre, on va avoir un cours d'aphasiologie. Donc, c'est l'étude des aphasies, qui est un trouble du langage. Ouais. Mais plutôt, enfin, plus souvent chez les personnes âgées à la suite d'un AVC par exemple ou quoi. Il me semble que c'est 20% dû à des AVC, c'est aussi dû à des traumas, des tumeurs, des trucs comme ça. Enfin, c'est une atteinte au cerveau qui fait que t'as un problème pour t'exprimer. Ok. Et ça, par exemple, donc cette matière-là, tu ne l'étudies qu'en 3e année ou est-ce que tu l'étudies en première ? Ce semestre-là, on va avoir aphasiologie. Je crois que c'est aphasiologie et bilan. Ou alors, c'est juste aphasiologie, et après, on va avoir un cours de bilan. En fait, on a beaucoup de matières où ça va être d'abord les bases, ensuite le bilan et l'évaluation, et ensuite la prise en charge. On va avoir ça avec langage écrit, langage oral, enfin vraiment tout ça. Et là, ça va être réparti sur les 5 années, en commençant plutôt vers la 3e, parce que dans les 2 premières années, t'as quand même beaucoup de théorie. En première année, c'est principalement de l'anatomie. En 2e année, c'est beaucoup de troubles, mais liés à l'anatomie ou des bases sur les troubles. Les 2 premières années, c'est vraiment beaucoup de bases, et c'est vraiment en 3e année que tu vas commencer à voir des bilans, des prises en charge, etc. en cours. Donc tu commences vraiment le concret, on va dire, à avoir des cas réels en 3e année. C'est ça. J'ai l'impression. Et c'est pour ça que le premier stage clinique, il est au S6, donc le 2e semestre de 3e année. D'accord. Okay. Avant, ça va être des stages d'observation, mais du coup, on a des stages très divers. En fait, tu commences à faire des stages avec des orthophonistes que à partir vraiment de la fin de la 2e année. En fait, tout au long de la 2e année, tu peux avoir des stages avec des orthophonistes si t'as de la chance, mais c'est des stages qui vont être dans des structures comme les EHPAD, crèches, et t'as un stage où t'as le choix de ta structure de soins. Mais ça va être CMP, CMPP et toutes ces petites abréviations c'est fun. C'est super, j'adore les abréviations. Et du coup, dans ces structures-là, tu vas pas être obligé d'avoir un ou une orthophoniste comme maître de stage. Okay. Mais si tu tombes sur un, c'est bénef. D'accord. Et oui, du coup, juste au S4, tu vas avoir, du coup, 2e semestre de 2e année, tu vas avoir un stage par contre en orthophonie en libéral. Et là, ça va être le premier stage vraiment axé sur l'orthophonie à 100%.
Et après, à partir de la 3e année, les modalités de stage, elles changent. Et c'est tout un bordel. Ouais, non, mais j'imagine que du coup, il faut vraiment bien se renseigner là-dessus. Parce que, à mon avis, t'es vite perdu quand même. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un derrière toi qui te drivait tout le temps. Enfin, il n'y a pas de responsable. Pour les stages ? Ouais. Ah oui, les stages, on les trouve tout seuls, Oui, c'est ça que tu veux dire, ouais. Comment c'est pour trouver un stage ? Est-ce que c'est assez dur ou est-ce qu'au contraire c'est facile ? Parce qu'on sait que on a besoin d'orthophonistes, donc est-ce que on t'accueille à bras ouverts ou pas du tout ? Bah, faut beaucoup démarcher. Ouais. Après, il y a beaucoup d'orthophonistes qui sont vraiment très contentes. Je mets tout au féminin parce que sinon ça va être un enfer. Oui, non, mais... Et on est 98% de femmes, donc... Voilà, il faut savoir que l'orthophonie, c'est 98% de femmes. Voilà, et du coup, ça va être beaucoup de démarches par toi-même. En fait, plus t'avances dans les années, plus c'est difficile de trouver des stages, parce que plus ils vont être longs, souvent. D'accord. En première année, ça va être stage en école primaire pour observer soit le graphisme, enfin primaire ou maternelle, parce que c'est soit le graphisme en grande section, soit l'apprentissage de la lecture en CP. Moi j'avais fait en CP pour la petite anecdote. Après en L2 du coup ça va être EHPAD, crèche. Là ça commence un peu à se compliquer parce que moi j'avais fait du coup ces stages là pendant la crise du Covid. On était même confinés et la directrice pédagogique de Paris nous avait dit que comme les EHPAD et les crèches étaient ouverts, on pouvait faire nos stages. Du coup pour chercher ces stages là ça a été très très compliqué. J'ai démarché 95 EHPAD et il y en a un seul qui m'a répondu et qui m'a dit oui. Tu les as démarchés en mode audace, j'écris un mail à la boîte contact de l'EHPAD, enfin je dis boîte contact, oui, c'est ça. Ou alors tu connaissais un tel qui était dans l'EHPAD ou qui pouvait avoir un pote ou une pote qui était dans l'EHPAD et tout. Ah bah les pistons c'est super. Ouais, les pistons. J'avais un piston pour l'EHPAD qui n'a pas fonctionné et j'étais un peu triste, mais bon ça s'était pas super bien passé, les entretiens tout ça. Mais du coup ça a été très compliqué. J'ai envoyé beaucoup de mails parce que j'aime pas trop appeler. Du coup, j'ai envoyé des mails et en fait j'ai fini par trouver un site. Enfin, j'étais super en retard pour mes stages et pas des crèches. Je les ai finis à Noël et tout. Enfin, le 24, j'étais à la crèche, quoi. Et du après coup, c'est festif, c'est cool. Ah bah, on a fait la fête. Et du coup, j'avais fini par trouver un site de la ville de Paris ou du gouvernement, je sais plus, enfin un truc comme ça, qui recensait tous les EHPAD et les instituts qui prenaient en charge les personnes âgées, les instituts médicalisés. Tu te rappelles de ce site ou pas du tout ? Ah, pas du tout. J'avais tapé EHPAD Île-de-France, un truc comme ça. Je le mettrai en description au pire, si on le retrouve. Et j'avais tapé, en fait ils étaient classés par ville et j'avais tapé des villes, j'avais tapé des villes vers chez moi, j'avais cherché sur Paris, j'avais fini par chercher à côté de chez toi, à côté de chez une pote, et j'avais fini du coup à côté de chez cette pote dans le 77. Et heureusement qu'elle m'avait logé parce que ça m'aurait fait 1h30 aller et 1h30 retour. Alors j'imagine un peu la galère quand t'es autre part que Paris, tu vois, si tu vas, je sais pas, t'es dans la région, je sais que j'ai vu dans le centre, t'as beaucoup moins d'orthophonistes, j'en parle même pas en Outre-mer, côté Mayotte. Comment les gens peuvent faire quand ils sont là-bas ? Après, on n'a pas d'école à Mayotte. En France, il y a 21 écoles, il me semble, et très souvent, comme les autres écoles, pour beaucoup, ont justement des blocs pour faire leur stage, beaucoup viennent à Paris. D'accord. Et nous piquent nos places de stage à nous. D'accord, vous piquez carrément. Ah vraiment ? La guerre est déclarée. Mais des fois, quoi. c'est la guerre. Il me semble qu'une année, il y avait des filles d'un CF qui étaient allées dans une autre ville d'à côté pour chercher des stages parce que personne les prenait, elles trouvaient pas du tout, et du coup ça avait mis les filles de l'autre CF dans la merde. Ça avait fait polémique, quoi. Ah, polémique. Mais c'est sûr que en général les orthos sont contentes de prendre des stagiaires. Pour la plupart, mais il faut beaucoup en démarcher, et surtout dans les années supérieures, vraiment en master par exemple, il faut s'y prendre vraiment vraiment à l'avance. Un stage dans le domaine ORL, on peut mettre 1 an et demi pour le trouver, et un stage dans le domaine neuro, 1 an. Du coup, en gros, il faut s'y prendre 1 an et demi à l'avance, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, il faut que je m'y mette un peu pour le M1, mais ça approche. Mais il y a très très peu d'orthophonistes en salariat. Je ne saurais pas te dire la part libérale salariat, il me semble que c'est 60-40. Oui, j'avais vu un truc comme ça aussi. Mais c'est vrai qu'en salariat, il y a plus de stagiaires que de maîtres de stage. D'accord. Quand tu fais ton entretien de stage, donc déjà, faut rappeler que, comme t'as dit, ça demande pas mal de temps de recherche, puisque tu prends 1 an et demi pour certains. Et de stress. Le stress va avec la recherche, bien évidemment. Ça va de pair, sinon c'est pas drôle.
Qu'est-ce qu'on te demande quand tu vas là-bas? Parce que moi, entretien d'embauche, tu vois, mais genre, au final, quand t'es en première année ou en troisième année, bah tu sais pas faire grand-chose, ou alors c'est le tout début. Qu'est-ce qu'on te demande exactement? Bah en fait, c'est pas vraiment un entretien. Enfin, les entretiens de stage, quand je dis ça, c'est surtout une rencontre avec le maître de stage. Tu sais déjà que t'es pris. C'est si ça match, quoi. C'est ça. En fait, quand tu rencontres ton futur maître de stage, c'est surtout pour signer les conventions. Mais en général, le ou la maître de stage t'a déjà accepté, en fait. Ok. De par des échanges par mail ou quoi. Enfin, par exemple, là... j'ai un stage qui commence en janvier, j'ai pas encore rencontré ma maître de stage et on va juste se rencontrer pour signer les conventions là courant pratiquement décembre. le jour J, quoi. Bah un peu avant parce qu'il faut que la fac signe les conventions, mais bien sûr. Typiquement la fac, c'est l'idée. Faut s'y mettre un peu à l'avance quand même. Ok. Quand tu parles, alors moi je parle de spécialisation, mais visiblement c'est pas le terme, si. Bah on l'utilise un peu officieusement, mais on n'est pas censé spécialiser. Dans le sens où on doit pouvoir s'occuper de tout le monde. Tout savoir. C'est pour ça que vous avez des stages différents en... C'est ça. On est obligé d'avoir un quota d'heures dans chaque domaine. Donc on a 3 domaines de stage, neurologie, ORL et pédopsychiatrie handicap. Ok. Et quand donc on ne se spécialise pas officiellement, mais comment on voit qu'on a des préférences pour telle ou telle spécialisation du coup, sachant que bah du coup les stages sont pas vraiment fréquents finalement. Quand tu te dis vas-y je vais là-dedans, mais pourquoi en fait? Bah c'est vraiment propre à chacun. Après on voit beaucoup par rapport aux cours. On va avoir des préférences pour les cours, on va avoir des préférences au niveau des stages aussi. Par exemple, moi je sais que pédopsychiatrie handicap ça m'intéresse pas du tout et du coup je vais vraiment faire le minimum de quota d'heures en pédopsychiatrie handicap pour pouvoir me consacrer à d'autres domaines. Mais après c'est vraiment propre à chacun et ça change en fait au fur et à mesure des 5 ans. Moi en entrant en orthophonie je me suis dit je vais faire ORL et je vais faire que des adultes. Et là ça a changé un peu. ORL et ou que des adultes. Et après je me suis rendu compte que j'étais extrêmement nulle en ORL. Vraiment j'ai eu 6 à mon partiel. Mais t'es passé. Je suis passée, c'était le minimum à avoir, je l'ai eu. C'est l'essentiel. Mais c'est vrai que ORL c'est un domaine qui est assez compliqué. Il faut savoir beaucoup de choses, c'est très fatigant. Mais du coup, j'ai pas encore fait de stage en ORL, donc pour l'instant c'est un peu sur le côté parce que je connais pas trop encore l'intervention orthophonique en ORL. Et puis comme on a dit, il y a des stages plus durs à choper que d'autres, donc j'imagine que ORL ça doit être plus compliqué d'en choper un. Donc comment on fait quand c'est comme ça, que tu veux te spécialiser en ORL? Je n'y arriverai jamais, tu vois, tu me juges déjà. C'est la pression. En ORL, sachant que c'est une grave galère, ça veut dire que si tu n'arrives pas à trouver ce stage, tu ne te spécialiseras pas en ORL. Surtout, si tu n'arrives pas à choper ce stage, tu n'es pas diplômé. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il manque beaucoup d'ORL, parce que c'est un cercle vicieux, puisque les gens n'arrivent pas à choper un stage, donc ils vont pas être diplômés là-dedans. J'ai l'impression. Ou c'est une impression. Oui et non, parce que t'es obligé en fait de faire un stage en ORL. Après, c'est vraiment encore une fois les affinités de chacun. L'ORL c'est un domaine qui est très technique et c'est pas du tout justement un domaine qui est connu du grand public et c'est pas du tout un domaine que tu connais quand tu rentres forcément en orthophonie et du coup c'est pas forcément le domaine qui va t'attirer. Mais après, dans le domaine ORL, tu peux avoir des stages très différents. Tu peux avoir, par exemple, il y a des orthos qui travaillent dans des écoles spécialisées pour les sourds, et tu vas avoir d'autres orthos qui vont être en hôpital, et encore d'autres qui vont être dans des centres d'implantation cochléaire. Donc l'implant cochléaire, c'est un implant qui va venir dans l'oreille interne. La cochlée, c'est une partie de l'oreille interne. Et du coup, ça va être pour les sourds profonds ou de naissance, il me semble. On va pouvoir leur proposer cet implant. C'est assez mitigé. Enfin, il y a des gens qui en veulent, il y a des gens qui en veulent pas. Mais c'est vrai que c'est un petit bijou de technologie, cet implant cochléaire. Et du coup, il y a des orthophonistes qui travaillent là-dedans parce que c'est parfois difficile de s'adapter à l'implant. Ok. Maintenant, on sait pourquoi tu as fait orthophoniste, mais je voulais savoir où est-ce que tu prends le plus de plaisir dans ce métier, finalement. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin et te dire vas-y, j'ai trop hâte de faire ça, quoi. Le contact avec les patients. Ouais. Il y a des patients où vraiment t'as des coups de cœur et t'es limite triste quand la prise en charge elle s'arrête.
Bon, t'es content pour eux, hein, parce que t'as plus de salaire aussi. C'est ça qui est dommage. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont plus besoin de toi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des patients qui sont vraiment très très mimes et que t'aurais limite envie de continuer à voir et tout, mais bon, c'est pas possible. Bah oui, forcément. Mais oui, c'est ça, et tu te dis que ils viennent pour toi aussi, et toi t'es là pour leur apporter quelque chose et les aider, et c'est pas que sans toi ils pourraient rien faire ni rien, mais tu te lèves le matin pour aider ces gens-là, et ils viennent vers toi parce qu'ils ont besoin de toi. Ouais, mais en plus, enfin, t'as quand même une utilité publique, et enfin, tu vois, il y a ce truc de reconnaissance auprès des gens qui est super important, et enfin, tu te dis, sans nous ça fonctionnerait pas, mais c'est vrai, parce que je crois que c'était Clément Vetironic, je vais écorcher son nom, mais le gars qui est chez Click, qui étudie un peu la sociologie et tout, avait dit que en gros la première discrimination c'était quand même le langage, donc bien parler à l'oral, mais ben voilà, bien prononcer les mots, etc. C'était la première source de discrimination, donc voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as eu des doutes, où tu t'es remis en question, genre toutes les études que t'as faites, parce que c'est quand même assez dur. T'as fait la prépa, bon, généralement, donc à ce concours-là, maintenant, c'en est plus un, mais normalement, tu passes pas la première année, quoi. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui échouent. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as eu des doutes, alors que t'avais déjà franchi ce concours, qui était quand même un gros palier, quoi? Oui. C'est vrai que le concours, c'était vraiment très compliqué. Il y avait 5% de réussite à ce concours, voire moins. Et c'est vrai qu'une fois passé, on se dit « Ouf, c'est bon, je suis passé, tout va bien », alors qu'en fait pas du tout, tout ne va pas bien, parce que le concours était très peu représentatif des études qu'il y avait derrière. Le concours, c'était vraiment orthographe, vocabulaire, logique et biologie. Alors qu'en première année, tu travailles sur le corps humain. C'est ça. Voilà, en première année, de mémoire, les matières, c'est sciences de l'éducation, initiation aux sciences du langage, anatomie, enfin neuroanatomie, anatomie de tout ce qui est trachée, gorge, voilà, je sais plus le nom exact de la matière, mais c'est phonation, articulation, déglutition. Dis-le très vite, c'est fun. Dis-le très vite 5 fois. Je ne le tenterai pas. Mais oui, c'est sûr que c'est pas du tout pareil. Et moi, j'ai redoublé du coup ma première année. Et quand j'ai redoublé, ça a été très très dur parce que c'était le syndrome de l'imposteur, en me disant j'ai réussi le concours, mais j'ai raté ma première année. Et qu'est-ce que je fais là, quoi? Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, le concours à Paris, il prenait 120 personnes. La 121e personne, peut-être qu'elle aurait réussi sa première année. Donc pourquoi moi, je suis meilleure qu'elle? Et enfin, c'était vraiment une grosse remise en question. Et c'est ça aussi le problème avec les concours. C'est que c'est une compétition constante. Et même en première année, du coup, c'est une compétition vis-à-vis des autres, ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a moins de... En fait, une fois que t'es dans l'école, on est tous là. Et en fait, il y a encore des gens qui ont une mentalité très scolaire, en mode j'ai eu 16 au partiel, t'as eu combien, tu vois? J'ai eu 6, c'était un problème. Ouais, retour au lycée, quoi. C'est ça, en fait, que j'ai 6 ou 16, au final, on sera tous orthophonistes, quoi. Oui. Peut-être, enfin... sûrement si tout va bien. Du coup c'est ça. J'ai oublié la question. Plus ou moins compétent. Bah on parlait de tes doutes et tout. Est-ce qu'il y a eu un moment où, hormis tu vois le fait que t'es redoublé, du coup que ça fait très mal, est-ce qu'il y a eu un truc où quand t'as redoublé, tu t'es dit ok j'arrête et je vais me réorienter ailleurs parce qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressent, ou est-ce que tu t'es dit je redouble, c'est archi dur, mais vas-y je vais continuer parce que de toute façon j'ai que ça? Bah, je savais pas trop. En fait, je suis restée dans ma branche parce que je me suis dit, de toute façon... Enfin, en fait, c'est le côté, j'ai passé le concours, j'ai fait une prépa, ce serait con d'abandonner maintenant. Du coup, j'ai passé une année à bosser à droite à gauche, à tester des nouveaux trucs, etc. Par contre, la fin de ma 2e année, je m'étais dit, si je redouble, j'arrête. Parce que niveau d'ego, niveau de j'en ai marre, là, je m'en prends plein la gueule. Est-ce que t'avais pas ce ressenti de perte de temps, tu vois? Non, j'avais un peu honte à la rentrée quand j'ai croisé des gens qui étaient dans ma prépa et que j'avais eu le concours et pas eux, et que du coup c'était un peu ah bah j'ai eu le concours et pas vous, et maintenant on se retrouve dans la même promo parce que j'ai pas assuré et j'ai redoublé. Au début j'avais un peu honte de ça. J'avais un peu honte de redoubler de toute façon parce qu'on était 2 à redoubler dans la promo sur 120. C'est pas très bien vu en fait le redoublement, alors que pourtant c'est un truc intéressant, quoi. Si tu veux
Bah après, Quand t'as des grosses difficultés, bah voilà, il faut les compléter, quoi. Oui, de primaire à terminale, je suis d'accord, même maternelle. Après, dans le supérieur, quand tu redoubles, t'as pas toutes les matières à nouveau. Ouais. Du coup, là, c'était surtout une année de vide où j'ai eu 3 matières toute l'année. Oui, il y a une espèce d'ennui qui s'installe. C'est ça. Un truc de revoyure, quoi. Mais après, j'ai pu tester d'autres trucs, du coup, à côté, et c'était bien aussi. On va revenir au métier d'orthophoniste plus. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'était une journée type d'orthophoniste. Parce que j'ai l'impression que c'est un métier où t'es un peu tout seul, t'es un peu isolé, à part avec tes patients, du coup, mais il n'y a pas trop d'équipes ou de gens avec qui se référer, donc j'ai l'impression que t'es un peu toute seule à bord, tu vois. Bah, tout dépend si t'es déjà en salariat ou en libéral. Alors, petit aparté, est-ce que tu veux expliquer la différence entre salarial ou libéral? Salariat. Salariat ou libéral, bien sûr. Du coup, le libéral, ça va être quand on a notre propre cabinet, comme un médecin généraliste, comme un kiné, enfin vraiment un cabinet, ça peut être moi toute seule ou avec d'autres professionnels de santé. On peut faire un cabinet avec plusieurs orthos ou un cabinet avec une ortho, une ergo, un kiné, enfin... Mais ça va être vraiment, par exemple, on loue une maison, on en fait un cabinet, et voilà. Alors que salariat, ça va être dans tout ce qui est structure, donc les EHPAD, les cliniques, les hôpitaux, en fait, la différence c'est qu'en salariat, t'es payé par la structure, alors qu'en libéral, tu te payes toi-même, entre guillemets, et c'est toi qui gères tout ce qui est compta, tout ce qui est charge, tout ça. D'accord. Donc en fait, t'es une sorte de freelance. Freelance de la santé. Freelance de la santé, c'est beau. La Startup Nation nous remercie. Mais du coup, pour revenir sur la solitude, quand t'es en libéral, ça peut. Il y a des gens que ça dérange pas d'être tout seul. Par exemple, ma maître de stage en libéral, l'année dernière, elle avait un bureau. Enfin, son cabinet, c'était une salle d'attente, un bureau. Elle était toute seule. Elle partageait le cabinet avec une psy, mais elles étaient pas là les mêmes jours. Et du coup... Là, oui, peut-être le midi, enfin les moments comme le midi, ça peut être un peu solitaire. Ouais. Mais après, facilement, tu peux te faire un cabinet pluridisciplinaire ou avec plusieurs orthos en collaboration. Et du coup, tout de suite, si t'es avec d'autres orthos, tu peux faire des liens en mode « Ah bah t'as pas un matériel pour travailler ça Ah bah si, moi j'aime bien ça. » Et puis « Ah bah j'ai un problème avec ce patient-là. » Et même tu discutes après et tu deviens COPS. Et comme en salariat, là actuellement, je me base beaucoup sur ce que j'ai vu en stage. Mais dans la clinique où je suis actuellement, il y a 5 orthophonistes. Et dont 4 qui sont devenues super copines en fait, et on mange ensemble le midi, enfin elles mangent ensemble et moi j'arrive les jours où je suis en stage. Et toi dans la petite pièce d'à côté, dans le placard Harry Potter. C'est ça, elles mangent ensemble tous les midis, elles se font des trucs ensemble le week-end. Et en fait dès que t'es en salariat, c'est moins facile d'être solitaire parce que t'as tous tes collègues en fait. Ouais, du coup, si on a peur de la solitude, en tout cas il y a toujours des solutions pour pallier à ça. Ok. Je pense qu'il y a très peu d'orthophonistes au final qui sont seuls. Ouais, au final, ouais. Est-ce que tu connais les qualités et les défauts pour libéral et salarié? Au niveau du salariat, tu vas avoir beaucoup plus de temps administratif. Donc en plus de tes rédactions, de comptes rendus, tout ça, tu vas avoir tout ce qui est gestion de ton cabinet. Qui soit aux normes, gérer ta compta, gérer tout ce qui est autour de ton cabinet, parce qu'au final t'es propriétaire ou locataire, mais donc ça c'est libéral, à toi, oui, le libéral. Ouais. Et à côté de ça, le salariat, t'es tranquille par rapport à tout ça, et t'es avec des gens, du coup forcément, mais tu es beaucoup moins payé. Et oui. Parce que faut savoir qu'en orthophonie on fait un master 2. On est en master quoi, on a un grade master, sauf qu'on n'est pas payé au grade master. Et il y a il y a eu des manifestations pour ça et c'est encore en cours de grandes négociations. Parce qu'il y a eu des appels notamment au Sénat pour que les salariés orthophonistes soient plus reconnus au niveau. C'est ça, parce que en fait là actuellement les orthophonistes en salariat sont payés en bac+2 ou bac+3, alors qu'on fait quand même en bac+5, avec en plus les prépas avant ou pas. Donc c'est vrai que ça la fout un peu quoi. C'est surtout qu'il y a une énorme différence entre salariat et libéral au niveau du salaire. Ça, en fait, au niveau salaire, tu peux avoir vraiment des grandes différences.
En salariat, t'as du très peu et du beaucoup. Tout dépend de à quel point la structure est désespérée de trouver un ortho. J'ai vu des fois des offres passer 2000 € pour 3 jours par semaine, ou 2 jours par semaine, des trucs où t'es assez tranquille, quoi. Et après, en salariat, c'est vraiment toi qui gères. Tu peux choisir de soit rester conventionné, donc en fait, c'est utiliser les gammes de prix entre guillemets données par l'État pour les orthophonistes. Donc en général, en moyenne, une séance d'orthophonie c'est 25 €. Ouais. Et c'est remboursé à 75% par la Sécu. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Mais après, tu peux te déconventionner et fixer tes propres prix. Et là, ça commence à monter. Là, oui. Mais du coup, voilà. C'est très divisé dans la communauté des orthos parce que il y a toute cette dimension où beaucoup de personnes qui ont besoin d'orthophonie sont pas forcément les personnes les plus aisées, et du coup c'est un peu leur interdire cet accès-là à l'orthophonie. Du coup c'est un peu divisé, mais il y a beaucoup d'orthophonistes déconventionnés, et je ne les juge pas du tout. Je finirai sûrement déconventionné aussi parce que l'argent, hein, enfin je sais pas trop, mais après en fait il y a un truc éthique, mais ça je voulais en parler un peu plus tard, parce qu'après aussi quand t'es en libéral, t'as beaucoup de temps de travail qui du coup n'est pas payé parce que du coup tu es payé à la consultation ou aux consultations de bilan, parce que les bilans, les séances de prise en charge sont pas cotées pareil au niveau du prix. Et du coup en fait tu vas avoir du temps, tout ce temps dont je parlais qui est rédactionnel, qui est administratif, où tu seras pas payé en fait. Parce que c'est pas tes patients qui vont te payer pour faire ton administratif, et c'est pour ça que ça peut être attirant de se déconventionner pour pouvoir justement un peu tapisser le fin de mois et se dire que au moins mettre du beurre dans les épinards. C'est ça, que tous ces temps-là que tu passes à préparer tes séances, à rédiger tes CR tes comptes rendus du coup, et à gérer ton cabinet, tu le passes pas pour rien. D'accord. Et est-ce que c'est toujours remboursé à 75% quand tu te mets justement en libéral ou pas? Pas du tout. Pour tout le monde, tu veux dire? Ouais. Oui, ok. En fait, l'orthophonie, c'est un acte qui est sur prescription médicale. D'accord. Il faut d'abord aller voir un médecin. Mais alors, j'ai vu que ça venait de changer. Enfin, que c'était en train de changer. C'est-à-dire que là, j'avais noté, le 19 octobre, c'est passé à l'Assemblée en première lecture que le patient aille directement voir l'orthophoniste pour qu'elle-même analyse et voit s'il a besoin de traitement ou pas. Ah bah je savais pas. D'un suivi ou pas. Donc voilà, je te l'apprends, c'est tout récent. Enfin, c'est tout récent. 19 octobre, donc ça fait un mois. Donc je sais pas où ça en est maintenant, mais en tout cas, les derniers articles, c'était là-dessus. Pour revenir justement, parce que de base, on parlait de journée type des orthophonistes. Quelle est la journée type? On a parlé un peu de solitude et tout, mais au final, visiblement... il y a possibilité d'être plusieurs, mais quelle est la journée type d'un orthophoniste au niveau des consultations, au niveau des prises de rendez-vous? Est-ce que c'est la même personne qui le fait? Comment ça se passe? En général, t'enchaînes. Enfin, ça dépend des horaires que tu choisis, mais vraiment t'enchaînes. Si tu commences à 9h, tu commences tes prises en charge à 9h, si tu finis à 18h, tu finis tes prises en charge à 18h, et t'enchaînes en libéral. Quand j'étais en stage en libéral, on commençait à 9 ou 10h, c'était des prises en charge de une demi-heure, et on enchaînait jusqu'à 16h, et on avait une demi-heure pour manger, et c'était bam, 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 bam. Après, en libéral, on avait le désavantage d'avoir un téléphone qui sonnait 3 fois par séance, parce que du coup, les gens appelaient pour être sur la liste d'attente, pour savoir si vous pouvez avoir un rendez-vous, etc., etc. En salariat, c'est vrai qu'il n'y a pas ça, et la durée de séance dépend aussi de l'atteinte du patient. En neurologie, ça va être des prises en charge plus longues par séance que par exemple pour une dyslexie ou quoi. Après c'est un peu chacun choisit ce qu'il fait. Il y a des orthos qui aiment pas du tout les séances d'une demi-heure parce que tu peux rien faire, et c'est vrai que c'est assez rapide. Mais il y a aussi des orthos qui peuvent pas se permettre de faire 45 minutes pour chaque, parce que tu perds 3 patients par jour, quoi. Ouais, c'est ça. Non mais d'accord. Et justement en termes de patients, on parlait de la liste d'attente, que c'était visiblement un enfer pour s'inscrire. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petit, effectivement, ça m'avait mis pas mal de temps pour avoir un rendez-vous. Comment on gère ça en tant qu'orthophoniste? C'est compliqué. J'imagine. C'est vrai que je pense que chacune et chacun a sa propre méthode. Il y en a qui n'ont même plus de liste d'attente, tellement c'est du travail et du temps de gérer la liste d'attente. Il y a des logiciels qui sont sortis de gestion de liste d'attente assez récemment, je crois.
Enfin, il doit y avoir des plus vieux, mais c'est vrai que ça prend sa place. Oui, il y a des outils qui vous aident. C'est ça. Moi, en libéral, elle gérait toute seule, elle avait un tableau, et elle voulait que les familles la rappellent tous les mois pour confirmer leur place sur la liste d'attente. Sinon, si tu rappelais pas, chaque semaine, tu perdais des places. Ok, ouais, c'est un... Donc c'était vraiment, elle y passait une demi-heure tous les soirs à checker tous les gens qui avaient rappelé ou pas et tout. Et c'est vrai que ça prend du temps, et en fait, c'est vrai que dans ta journée type, justement, tu as tes prises en charge, mais t'as forcément un temps rédactionnel, administratif, au début ou à la fin de ta journée, que tu sois en salariat ou en libéral. D'accord. Tu peux pas juste arriver, prendre en charge tes patients et repartir. Quand t'es en libéral, t'as eu de la télétransmission à faire, donc envoyer tous les paiements que t'as eu, tous les trucs de carte vitale, tu les envoies à la sécurité sociale ou que sais-je. Ouais. Et en salariat, typiquement ma maître de stage actuelle, le matin de 8 à 9 heures, tous les jours, elle a un temps de rédactionnel qu'elle prend pour rédiger ses comptes rendus, parce que sinon elle a pas du tout le temps. Parce que justement, on enchaîne, on finit à 18h, enfin elle finit à 18h et moi les jours où je suis avec elle du coup, finit à 18h et enfin le dernier patient, il sort du bureau, il est 17h40 et on finit à 18h. Et du coup après t'as ces 20 minutes là pour peut-être débriefer, elle faire un peu de rédactionnel, mais c'est vrai qu'il te faut des temps comme ça, et dès qu'elles ont un trou, les orthos de la clinique, elles en profitent pour faire ce rédactionnel là. D'accord. Oui, parce que en fait, après, si je peux comparer avec un exemple que je connais bien, c'est qu'un freelance ou un artiste indépendant, il va prendre, je sais pas, une demi ou une journée pour faire sa compta, tu vois. Il va se dire, ouais, c'est pas ça mon métier. Et pourtant, ça lui prend beaucoup d'énergie, et alors que c'est pas son métier de faire de la compta, tu vois. Et c'est comme toi, c'est pas ton métier de faire, de voir qui a appelé pour la liste d'attente, tu vois. Enfin, ça en fait partie maintenant. Mais de base, quand on pense orthophoniste, on pense pas à tous ces trucs-là à côté, de gérer toute la paperasse et de gérer toutes les attentes, parce que on manque cruellement d'orthophonistes. D'ailleurs, on va en parler de ça, des accès au concours. Je voulais savoir aussi si t'avais d'autres problématiques que tu ressentais dans le métier, ou pas du tout, vis-à-vis à part ça. S'il y a des problèmes. Les problématiques principales, c'est ça, c'est le manque, en fait. Ouais. C'est le manque. Et en fait, je pense que c'est la plus grosse et un peu l'unique problématique. Ok. Et est-ce que y a matière à progresser dans ton métier, à avoir une évolution? Est-ce qu'il y a possibilité de se former un plus, d'avoir, je sais pas, une autre... Alors, on disait pas de spécialisation, mais justement de voir d'autres trucs à côté? Ou est-ce que une fois que t'as quitté le cursus des 5 ans, t'es orthophoniste, t'as pas de reformation pour rechecker si t'es bien aux normes? On a une formation continue. Ça je l'ai appris très récemment. En fait, on a une obligation d'assister à une formation tous les 3 ans. D'accord. De notre choix. Mais du coup, c'est vrai que t'as une formation continue qui est obligatoire, surtout quand, par exemple, tu vois, quand logicomath, donc tout ce qui est trouble des mathématiques et de la logique, tu es très peu formé en fait en école. Et il y a une formation qui est assez connue, j'ai plus le nom là, il m'échappe, mais que les orthos font à la sortie de l'école et qui dure plusieurs semaines, exclusivement pour la logicomath. Après, t'as plein de formations sur tout ce qui touche à l'orthophonie, la voix, les aphasies, les paralysies faciales, etc. Et c'est à toi un peu de choisir auquel tu vas, mais on a un devoir de se former continuellement, et pareil, s'il y a des avancées, des trucs qui changent, comme on découvre que telle prise en charge, en fait, fallait la faire comme ça, etc. C'est vrai que c'est aussi intéressant de continuer à se former. Ouais, carrément. Bah oui, ça me paraît évident quand même que vous soyez formé en continu. Parce qu'il faut stimuler quand même l'esprit. C'est ça. Encore. On va parler maintenant de l'accès aux études. Puisqu'on en a parlé un peu avant, que toi t'as passé le concours. Maintenant ça marche plus comme ça, de ce que j'ai compris. Comment ça marche maintenant? Quelles sont les modalités pour rentrer en études d'orthophonie? Alors maintenant c'est un peu le bordel. Tu passes par Parcoursup et en fait tu candidates pour un regroupement de centres de formation. Je sais que Paris est son propre regroupement, mais tu vas avoir par exemple Poitiers, Tours, Rennes ou un truc comme ça, ou Brest. Enfin,
Ok. J'ai Et après, pas les regroupements en tête, mais après tu vas être dispatché dans un des CF. il d'accord, me ouais, t'as semble. plus le choix. Si on reprend ton exemple, imaginons Poitiers-Tours-Rennes, si t'es pris parmi ces trois-là, après on te dispatche, mais t'as pas le choix. C'est ça. Bah je crois, mais vraiment faut pas m'écouter là parce que je suis vraiment pas sûre, mais c'est sûr que c'est sur Parcoursup. À la base, la première année de Parcoursup, c'était il y a 2 ans, et ça devait être présélection sur dossier et sélection finale sur oral. D'accord. Comme il y a eu le Covid, il n'y a pas eu les oraux la première année de Parcoursup. La deuxième année de Parcoursup, certains centres de formation ont décidé de garder les oraux et d'autres les ont supprimés. Mhm. Et en fait, on sait pas trop comment ça va être cette année, Ouais. parce que du coup, là, ça change tous les ans. Mais à la base, l'idée, c'était présélection sur dossier et quand même garder un oral, surtout par exemple à l'école de Paris, où ils aiment bien vérifier qu'on a quand même une bonne élocution, qu'on n'a pas des Oui. modules ou que sais-je. Mhm. Et voilà. D'accord. Et donc tu m'as dit que c'était un peu flou. L'oral, tu sais vraiment pas ce qu'il y a dedans pour. L'oral est resté assez similaire. Ça va être pas mal de... Enfin, il me semble, ça va être pas mal de mémoire de travail, donc ils vont te dire des mots, par exemple, au début. Enfin, ça, c'est mon expérience de Paris. Mais ils vont te dire des mots au début et tu vas devoir les redire à la fin de l'entretien. Mhm. Ils vont te poser des questions sur ta motivation. Enfin, c'était très propre à tous les CF, enfin à chaque CF. Et c'est vrai que dans mes souvenirs de cours d'oraux en prépa, on nous avait préparé à beaucoup de choses. On nous avait préparé à chanter, on nous avait préparé à parler D'accord. de nous. Ah oui. On nous avait préparé à justement faire des exercices comme ça de mémoire, de restitution de texte, enfin plein de trucs comme ça. On nous avait aussi préparé à des questions en mode si t'étais un arbre, qu'est-ce que tu serais ? D'accord. Et c'est Eh oui. là où il faut que tu écrives ta réponse vraiment. Tu vois, par exemple, moi j'étais un cerisier parce que D'accord. c'est un arbre fruitier, parce que j'aime donner aux autres. D'accord. Donc moi, je serais un olivier parce que j'aime bien les olives et la tapenade. Pour l'apéritif. Ça peut marcher ? Pas sûr, écoute. Ah, bon, et ben ce sera pas pour cette année en tout cas le concours. Alors après, je sais que tes études c'est en 5 ans. Ça a évolué parce que je crois que c'était en 4. Oui. Et après c'est rentré en 5. C'est passé en 5 en 2017 ou 2018. Pile quand t'es rentré quoi à peu C'est près. ça. En Ouais. fait, je crois que c'était quand j'étais en prépa que du coup il y a eu une année à vide. D'accord. En fait, où... pardon, c'était pas... Donc du ça, coup, ça a pas changé. non, c'est l'année resté en à 5 ans. vide était en 2007-2008, donc le changement était 2014-2013, D'accord. 2015, enfin c'était dans ces eaux-là. Et du coup, il y a eu une année à vide où aucune orthophoniste n'est sortie d'école. Et là, ça a été très compliqué. D'accord. Ah ouais. Et justement, j'ai lu un truc dessus là qui disait que en gros, on a une hausse d'orthophonistes de 4% par an en moyenne. Oui, j'ai vu ça aussi. Et cette année-là, on a les était mêmes à... stats. Oh là là, la FNO. On était à 0,48% d'orthophonistes en plus. D'accord. Aujourd'hui, quand tu veux participer donc à cette sorte de concours où en fait tu donnes ton dossier et tu fais un oral, est-ce que t'as encore de la prépa là-dessus ? Enfin, est-ce qu'il y a une prépa qui t'exerce à ça ? Est-ce que tu dois aller en prépa ou est-ce que... Maintenant, Ouais, maintenant. il y a encore des prépas qui font pour les oraux, mais c'est vrai que les prépas se sont un peu Ouais. perdus dans les airs. Ouais, c'est elle contre-inquiet, quoi, la réforme du C'est truc. ça. Après, à Paris, on a un système de marrainage qu'on a mis en place cette année, justement pour les oraux, même si au final ils ont été annulés, où en fait, une étudiante de L1 ou L2 pouvait choisir de marrainer une candidate Parcoursup pour son oral. D'accord. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs prépas qui proposent à d'anciennes étudiantes des prépas concernées de, pareil, marrainer des étudiantes en prépa. Et j'ai une copine qui fait ça, et justement, elle a plusieurs filleuls, elle leur propose de faire des oraux blancs, etc. D'accord. Et c'est Carrément, vraiment donc, les accompagner, ouais. Et comment tu peux avoir accès justement à ces parrains, marraines, mais plus marraines du coup ? Soit c'est ta prépa qui les met en place. D'accord. Comme, Oui, du donc coup, comme il pour, reste des prépas, on te c'est ça. contacte et tout. Ouais. Soit tu peux contacter du coup l'APO. Voilà, on allait en On parler. fait ça à l'APO depuis cette année. En fait, on a une page Facebook qui s'appelle Concours Paris Admission, un truc comme ça. Mais on va refaire une page cette année parce qu'il n'y a plus de concours du coup. Ouais. Et on va l'appeler Orientation Paris Orthophonie, un truc comme ça. Mais du coup, il y avait des gens qui trouvaient cette page et qui venaient poser leurs questions à du coup nos VP, nos vice-présidents qui s'occupaient de ça.
Et cette année, c'était une membre active de l'association qui a décidé de mettre en place ce marrainage-là, et elle s'en est occupée de bout en bout. D'accord. Donc elle a proposé des inscriptions aux personnes qui n'étaient pas en école, enfin qui voulaient rentrer pour avoir une marraine, et pareil, elle a proposé une inscription aux gens qui étaient déjà dans l'école pour avoir une filleule, et après elle a fait les couples. Ok. Ouais, donc ça, en fait, c'est intéressant parce que du coup, c'est carrément les étudiants qui se bougent pour aider les futurs étudiants et pas la fac finalement. Oui, en fait, la fac donne très peu d'infos. On a vraiment beaucoup de questions en tant qu'association. Donc, enfin, moi j'ai été secrétaire l'année dernière, j'avais beaucoup de questions d'étudiants qui venaient de l'étranger, qui voulaient savoir s'ils pouvaient se greffer au cursus. Ouais. J'avais des questions d'étudiants en licence de sciences du langage, en master de psy, qui voulaient être orthophonistes, qui savaient pas comment ça se passait, s'il y avait des passerelles ou non. On a vraiment beaucoup de questions et on organise beaucoup de choses pour aider les étudiants. On a un tutorat qui est organisé au début de l'année pour les L1 justement, qui rentrent pour leur expliquer tous les cours, les stages, le fonctionnement des partiels, etc. On a un système de marrainage du coup pour les oraux, mais aussi pour toute la durée du cursus, qui se met en place pareil au début de l'année des L1, où on va avoir un couple marraine-filleule L1, L2. Et voilà, enfin on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut organiser pour aider les étudiants, et en fait c'est nous les premiers contacts entre guillemets. Souvent les étudiants ils vont plus nous envoyer un mail à nous que à l'administration. Après l'administration à Paris a une réputation un peu de tyran, enfin pas de tyran, mais ils répondent pas trop. Envie, dis-moi. J'espère qu'ils entendront pas ça. En tout cas, si on peut conseiller nos auditeurs, ce serait plus du coup de contacter l'APO carrément sur votre page Facebook ou par mail pour avoir plus d'informations, pour avoir un peu d'aide, etc. J'ai reçu aussi beaucoup de mails cette année pour justement des gens qui se posaient des questions sur quoi mettre dans le dossier Parcoursup. Oui, j'allais en venir justement. Justement, ouais, pour savoir comment être orthophoniste tout court, beaucoup de reconversions aussi qui savaient pas trop comment s'y prendre, et ces mails-là on les redirige vers une personne qui est vraiment chargée de ça, qui est chargée de mission orientation, et du coup qui s'occupe justement de répondre à toutes ces questions et tout ça. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à l'APO, associationapo@gmail.com, APO. Et voilà, le message est passé. C'est ça, je fais ma petite pub. N'hésitez surtout pas que je suis plus secrétaire, c'est plus moi qui gère cette adresse mail. Mais n'hésitez pas à les spam, voilà. D'accord, très bien. Et du coup, justement pour ce concours, donc qu'est-ce qu'on met rapidement dans le dossier Parcoursup? Aucune idée. Aucune idée. Parce que du coup, c'est pas moi qui m'en occupais du tout. Et je sais contactez que l'APO. on a fait, enfin la FNEO a réalisé des stats de l'étudiant admis en L1 cette année encore. Enfin, ça fait 2 ans qu'elle en fait du coup depuis que c'est sur Parcoursup, pour pouvoir aider les gens à s'orienter en fonction de on a plus pris des gens qui étaient en S, on a plus pris des gens qui sortaient du bac, on a plus pris des gens qui avaient fait une licence. Je dis n'importe quoi, hein, c'est pas forcément vrai ce que je dis, mais du coup il y a des stats qui sont sortis. On peut les retrouver où ces stats? Sur le site de la FNEO. Allez sur le site de la FNEO. Voilà, ça sera toutes les recommandations elles seront faites en ASMR. C'est ça. Mais d'accord, ok. Donc voilà, donc il faut vous contacter pour avoir plus d'informations. C'est ça. Très bien. Pour aller, enfin surtout pour le CF de Paris. Oui, voilà. Parce que du coup, pour d'autres CF, ça peut être intéressant de contacter les autres assos étudiantes, ou alors carrément la FNEO, mais la FNEO, c'est la Fédération Nationale des étudiants en orthophonie. Ils ont d'autres chats à fouetter. Voilà, peut-être qu'ils ont autre chose à faire. Par contre, oui, c'est vrai que c'est intéressant de contacter chaque endroit où vous voudriez postuler pour avoir vraiment des informations précises. Parce que forcément, Paris, on va pas tout savoir sur Bordeaux. Il y en a une à Bordeaux. Oui. J'ai bien visé. Super. Ouais, donc voilà. Donc vraiment contacter, essayer d'avoir un maximum de contacts pour multiplier vos chances, je dirais. Je pense que c'est plutôt logique. Et justement, moi, je voulais savoir... qu'est-ce que t'en pensais de cette réforme? Voilà, il va falloir se mouiller. Qu'est-ce que tu en penses qu'il n'y ait plus de concours écrit, on va dire, mais qu'il reste un concours oral et du coup un dossier à rendre? En fait, au début, ça nous faisait très peur. Ça faisait même peur aux administrations des écoles, etc. Le changement, ça fait peur. Mais parce que en fait, quand tu fais une prépa et que tu passes un concours et que tu y passes parfois 2, 3, 4 ans,
il y a une motivation qui est réelle pour faire orthophoniste. Et le numerus clausus qui est très fermé, il y a... Le quoi ? Le numerus clausus. Plaît-il ? C'est le nombre de places en orthophonie en France, qui est de 918, ce qui est très peu. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Quand on a un numerus clausus si bas, c'est vrai que ça fait un peu peur de perdre en fait cette motivation chez les gens qui se présentent, entre guillemets. Parce que du coup, quand tu fais effectivement 3 ans de prépa, t'es sûr de vouloir faire ça. Alors que quand tu sors du bac et que tu te mets sur Parcoursup, on a cette vision de Parcoursup où on se dit on va mettre ce choix-là et ce choix-là et ce choix-là. Ouais, on sait jamais quoi. Et je sais pas trop, en fait, peut-être ça peut être fun. Et en fait, au vu de la difficulté de la première année d'études, et même de tout le cursus, en fait, on avait peur des abandons. D'accord. Parce que des abandons, des redoublements, et qui foutent un peu en l'air les chiffres. Ouais, est-ce que tu sais s'il y en a eu beaucoup ou pas ? Il y en a pas eu beaucoup, justement. On veut pas vous décourager, hein. Vraiment loin pas. de là. Il y a pas eu beaucoup d'abandons, il y a eu beaucoup de redoublements par contre. D'accord. Il y a eu 9 redoublants sur 120 cette année, donc qui sont pas passés en L2, parce que du coup la première promo Parcoursup est actuellement en 2e année. Des abandons, l'année dernière, sur toutes les promos, il y en a eu 5. La promo est de sur toutes les promos, chaque promo est de 120. Ouais. Du coup 5 abandons sur toutes les promos réunies, c'est vraiment pas beaucoup. Après ça a été quand même assez pour le notifier en conseil des études. Ouais. Mais c'est pas énorme, enfin on s'attendait vraiment à pire. Après au niveau de la disparition des écrits, c'est c'est quand même du stress en moins, même si Parcoursup c'est tout un stress différent. Oui. Mais c'était beaucoup de dépenses en fait, c'était ça, ouais. Il fallait payer le déplacement, il fallait payer l'hôtel si jamais il y avait besoin. Et puis la prépa aussi. La prépa, et chaque concours coûtait entre 80 et 85 euros pour s'inscrire. Oui, du donc coup, c'est un budget pharaonique. C'était un budget, c'était terrible. Mais oui, c'est ça, ça permet aussi aux gens qui n'auraient jamais pu accéder à ça financièrement, permettre d'ouvrir plus de portes aux gens. C'est tellement plus diversifié maintenant, parce que, ça va être terrible ce que je vais dire, mais on a très peu de diversité au niveau des ethnicités et tout ça. Vraiment, on voit un amphi, c'est 120 filles blanches. C'est ça, c'est ce que j'avais vu, c'est que vraiment niveau diversité, on sentait qu'il y avait quand même, des questionnements qui ont été finalement un peu résolus grâce à ça. Oui, ça c'est un peu plus ouvert. On a encore beaucoup de composés non à rallonge. Oui, donc il y a encore un petit peu de travail. Pour faire ouvrir à d'autres gens et des gens qui devraient s'intéresser à ça, parce que c'est vraiment un métier hyper intéressant et comme je l'ai dit plusieurs fois, on en a besoin, donc le débouché, ça c'est sûr, il y en a. Oui, ce serait dommage de passer à côté. En fait, l'orthophonie, c'est on se bat pour rentrer, mais après on est tranquille tout le reste de sa vie, quoi. Ouais, c'est comme un peu passer la première année de médecine, quoi. C'est ça. J'ai l'impression. Mais en moins long. Voilà, un chouï moins long. Voilà, je voulais parler aussi des points positifs et points négatifs de la formation. Bon, on en a un peu parlé, mais est-ce que tu avais des points positifs à nous dire sur ce que tu attendais, si tu avais une attente particulière de cette formation, et tu l'as reçu positivement, et même des trucs qui t'ont surpris positivement dans ce que tu es en train de faire? Après, j'avoue que du coup, quand je me suis lancée dans l'orthophonie, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et le passage de la prépa au cours théorique était si grand, si différent, que c'est vrai que tout était un peu surprenant, quoi. Ouais. Mais j'ai été vraiment agréablement surprise par les intervenants qu'on a en cours. Parce que, un exemple tout bête, c'est que le mois dernier, il y a eu le congrès national de la FNEO. Donc, il y a un événement qui va regrouper les étudiants de tous les centres de formation de toute la France. Pas tous, mais on était 300, c'était à Paris. Et on avait du coup des intervenants que nous, on a en cours toute l'année, et que les autres CF étaient là, mais tu te rends compte, on a une conférence avec Peggy Gatignol, c'est incroyable. Et nous, on était là, oui, mais ça, je l'ai vu en TD la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il y a des gens de Paris qui ont assisté aux ateliers et à la conférence de Peggy Gatignol, qui est masterclass dans le domaine de l'orthophonie, c'est une star. Et elles étaient là en mode, en fait, c'est vraiment le même diapo, le même support, et même moi, je suis passée un moment juste pour ramener des chaises dans sa formation, et j'ai vu les photos sur le diapo, et j'étais là, ah oui, j'ai vu ça l'année dernière. Mais ça, on va dire que c'est un peu parisiano-parisien. Est-ce que tu sais si, on va dire, il y a des meilleures facs que d'autres? Tu vois, des meilleurs taux de réussite que d'autres?
Bah en fait, ça dépend ce que tu cherches. Parce qu'à Paris, on a la réputation d'être la pire fac. Ouais, ok, carrément. Parce Alors que que- pourtant, il y a les meilleurs... les meilleurs. Tu me dis qu'il y a des très bons formateurs quand même. Oui, mais on a un rythme très particulier, du coup, de par ça, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on va faire 8-10 heures, 18h, 20h, quoi. Avec D'accord. rien au milieu. Ça va très rapidement devenir ça. Enfin, j'extrapole, mais c'est vraiment l'idée. Et au niveau de l'administration, il y a eu beaucoup de problèmes et tout ça. C'est en train de s'arranger. Et justement, Peggy Gatignol, qui est notre directrice pédagogique, justement la star est notre directrice pédagogique. The Star. Et elle essaye de faire mieux et elle est beaucoup moins stricte qu'avant, etc. Ouais. Mais c'est vrai que ça dépend de ce que tu cherches en fait. T'essayes d'avoir Si tes tu subventions veux, de l'APO là ou qu'est-ce si que tu tu veux. fais? Si tu veux vraiment avoir un cadre scolaire, faudra plus aller en province, à Lille par exemple, Poitiers, où tu vas avoir des journées plus Classique. classiques. Mais c'est vrai qu'à Paris, on a la richesse de l'enseignement, mais en même temps, on a des profs un peu instables qui décident de pas venir parce qu'ils ont une chirurgie ou des trucs comme ça. Mais après, c'est aussi Paris et on a la richesse qu'on soit à Paris, quoi. Du coup, t'as quand même une richesse culturelle pour sortir et tout ça. Évidemment. Où t'es large, alors que tu vois, si t'es à Caen. Excusez-nous les Canets, voilà, bon, Et c'est une balle après, perdue. T'as aussi C'est bien Orelsan après, hein, c'est cool. Enfin, moi, très Ah oui, content. moi j'adore Orelsan. Voilà. Mais, Après, t'as des promos aussi qui changent. À Caen, justement, pour rester sur Caen, il me semble qu'ils sont 25 par promo. D'accord. Donc en fait, si t'aimes pas ta classe, t'es coincé avec pendant 5 ans, quoi. Et après, l'avantage, c'est que c'est une sorte de cours particulier. Enfin, 25, ça va, mais t'as c'est vraiment sûr que ton intervenant pour toi, quoi. C'est ça, en fait, c'est l'avantage que tu peux vraiment échanger et tout ça. Mais après, moi, j'aurais pas aimé, quoi. Parce que justement, j'ai failli être prise à Caen. Ouais. Pour la petite anecdote, j'ai raté à 3 places. Ouais, surtout qu'ils sont descendus de Ligue 2, je crois. Je suis pas sûr. Oh my god. Donc, pour te dire. Ouais, du coup, quand j'ai raté à 3 places, mais au final, je préfère largement avoir une promo de 120, pas connaître tout le monde, mais au moins, je peux voir, je parle avec cette personne-là, mais au final, ça matche pas, je peux aller voir quelqu'un d'autre, plutôt que les promos. Je crois que la plus petite promo, c'est 20 places. D'accord. Donc vraiment, 20 personnes. Oui, c'est très très limite. On est plus dans l'apéro, quoi. C'est ça. Donc, je pense que vous l'avez compris, c'est en fonction de vos préférences, on va dire. Donc, si vous êtes nombreux, du coup, vous avez plus de potentiel amis et connaissances. Et par contre, si vous n'êtes pas nombreux, on va dire que c'est beaucoup plus centré sur les études. Mais la FNEO avait fait à la rentrée là des vidéos de comparaison des CF où en fait chaque centre de formation, on rappelle. Hein. Oui, il y avait un membre de chaque association locale qui avait fait des petites vidéos en mode c'était un peu en mode combini, t'avais une question et une réponse et chacun donnait les points forts de son CF. Du coup, à voir si ça vous intéresse, penchez-vous sur les réseaux de la FNEO, ils ont vraiment plein d'infos super intéressantes. Je les mettrai aussi en description, comme ça je régale la FNEO aussi. On a mentionné l'APO, je voulais savoir, maintenant que t'es devenue présidente tout récemment... Oh my god, c'était avant-hier. Qu'est-ce que ça t'a apporté au final, cette association, et qu'est-ce que ça apporte aux étudiants surtout ? Finalement, si tu veux nous faire un petit résumé, ça, j'imagine qu'elle t'a impacté puisque t'es devenue présidente. Moi, ça fait 1 an et demi que j'y suis, parce que du coup, je l'avais intégré pendant mon année de redoublement. On m'avait proposé un poste suite à une démission, donc j'ai commencé en vice-présidente du pôle tourisme et culture. J'étais vice-présidente du pôle, mais en fait, j'étais toute seule dans le pôle. Du coup, j'ai été VP tourisme pendant 6 mois. Alors VP, qu'est-ce que ça VP ? Je viens de le dire, c'est vice-président. D'accord. Ensuite, j'ai été secrétaire et je suis passée présidente. Et c'est vrai que s'engager dans l'associatif, c'est vraiment super enrichissant. Tu fais des trucs qui te paraissaient vraiment lointains et voilà. L'année dernière, je me suis mise à chercher partout notre attestation d'assurance, à contacter l'assurance, etc. Alors que jamais je m'étais posé la question de c'était quoi une assurance. Je sais ce que c'est une assurance, mais de comment avoir une attestation d'assurance, etc. Ça te met un peu les mains dans le cambouis. C'est ça, et rien que le fonctionnement d'une association, c'est super intéressant. En tant que secrétaire, je m'occupais de tout ce qui était procès-verbal des assemblées générales. Donc pareil, c'est très en lien avec la préfecture. Secrétaire, c'était vraiment administratif. Donc c'était en lien avec la préfecture, en lien avec la fac. C'était vraiment super intéressant. VP Culture, c'était intéressant dans un autre sens
où par exemple j'avais organisé une sortie au parc Astérix disponible pour toutes les promos. Ok. Donc c'était gérer l'événement, et du coup il y avait je crois une 40aine de personnes qui s'étaient inscrites, donc c'était vraiment gérer de A à Z les inscriptions, l'achat des places, le remboursement des étudiants à nous, parce que du coup c'était pas gratuit. J'imagine. Et le à moins jour que J, cet épisode soit sponsorisé par Astérix, alors là, c'est des Plot révélations. jusqu'au jour J où il faut récupérer les places au parc Astérix, Mhm. attendre tout le monde, qu'on soit visible pour que les gens ils puissent voir qu'on est l'APO, que machin et tout. Donc c'était vraiment, organiser un événement c'est complètement différent. Et encore, moi j'étais VP tourisme, j'étais pas VP accueil et cohésion, donc qui organise le week-end d'Inté ou les trucs comme ça, où Ouais. là tout de suite c'est des événements plus gros. Mais oui, donc il y a plein de postes différents il C'est y en ça. a qui vont aider les étudiants à s'intégrer en les dirigeant vers certaines matières, en les aidant, et t'en as d'autres qui sont carrément internes et qui gèrent plus la paperasse entre guillemets de l'association. Donc c'est vraiment hyper varié comme poste. Dans l'APO on est 33 Ouais. quand on a tout le monde. Mhm. Là on a 2 postes vacants actuellement, du coup Postulez, n'hésitez pas. on va être 30 une fois qu'on aura nos membres actifs. Ouais. Mais du coup, on a 10 membres actifs qui sont pas titulaires d'un poste, mais qui sont là pour aider un peu où il y a besoin. C'est un peu les petites mains. Ils vont être là quand on va avoir des événements, quand on va faire des buvettes. Si un poste a besoin d'une infographie à faire, hop, il fait l'infographie. Voilà. Après, on a plusieurs postes de chargé de mission. Enfin, je sais pas si tu veux que je détaille tous les postes, mais... T'es pas obligé de détailler tous les postes, mais je voulais parler surtout de la généralité et de ce que l'APO apportait aux étudiants finalement. On va proposer vraiment des services variés. C'est un détail. Du coup, ça va aller de l'organisation d'un tutorat pour les L1 à la commande de suites avec écrit étudiant en orthophonie. Waouh. Les fameux suites de promo. Je le veux. Voilà, on a un poste qui par exemple gère tous les partenariats de l'association pour qu'on ait de l'argent finalement. On a vraiment des postes super variés. On a un poste par exemple qui va aider les étudiants pour leur projet de mobilité internationale, donc qui va donner des infos pour tout ce qui est Erasmus, stage à l'étranger, etc. Parce que c'est possible en orthophonie. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et on a de plus en plus de partenariats dans le CF de Paris avec d'autres facs à l'étranger. Mais alors du coup, j'ai du mal à voir comment tu peux partir à l'étranger, sachant que c'est la langue française, l'orthophonie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, hormis Belgique, Luxembourg, peut-être Canada, tu vois, mais ça se trouve, c'est pas du tout les mêmes formations, on te demande pas la même chose. Comment ça se passe, justement, de partir à l'étranger? Est-ce que tu sais un peu? Je sais Absolument pas. Je saurais te dire que c'est possible d'aller en Espagne. C'est la plupart des gens, d'ailleurs, qui partent en Espagne. D'accord. Je crois pas, d'ailleurs, que la Belgique, ça soit possible, parce que la Belgique, c'est pas une formation d'orthophonie, c'est une formation de logopède. D'accord. Et du coup, quand on parlait des concours, j'avais complètement oublié, moi, mais quand on parlait des concours, en fait, si tu voulais pas faire les concours, tu pouvais envoyer ton dossier en Belgique. Il y a 2 facs qui font la logopédie en Belgique, et tu pouvais envoyer ton dossier qu'à une seule. Ouais. Donc t'étais pris sur dossier, c'est en 4 ans. Et par contre, si tu veux revenir en France, t'as 1 année de stage de remise à niveau. Ok. Pour avoir le statut d'orthophoniste et pas de logopède, parce qu'avec le statut de logopède, t'as pas le droit d'exercer en France. D'accord. Et donc en Espagne, donc il faut parler hyper bien espagnol, j'imagine, parce que sinon. Franchement, aucune idée. D'accord. Je me suis vraiment pas intéressée aux Erasmus et tout ça, surtout que moi je parle pas espagnol. J'ai fait allemand LV2. Donc si ça vous intéresse éventuellement, toujours l'APO qui peut vous renseigner. C'est ça. On a une VP mobilité internationale. Voilà. Et à la fac de Paris, on a un service de mobilité internationale. Pour les orthophonistes, pour les étudiants en orthophonie, qui est très dynamique, et justement ils sont en train de chercher pour ouvrir des nouveaux partenariats, notamment au Canada. Génial. Donc génial. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, encore une fois, renseignez-vous sur l'APO. Ils vous redirigeront évidemment c'est ça, vers les personnes. Parce que du coup, on est 33, donc voilà. Ça fait du monde à rediriger. Vous n'allez pas recontacter tout l'APO, mais voilà, une personne, elle vous redirigera à ce moment-là. On reste toujours sur les points positifs. Toi, à quel moment dans tes études, tu t'es dit je suis grave fier de faire ça? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit vas-y, vraiment c'est chambé ce que je viens de faire, ou ça je l'oublierai pratiquement jamais, je l'oublierai jamais, quoi. Quand on voit des progrès dans les patients, c'est toujours agréable, parce qu'on se dit qu'on a eu un rôle dans ce progrès, et c'est vrai que ça c'est
c'est bien. Enfin, tu sors de ta journée et tu te dis, ouais, aujourd'hui, mon patient, il a réussi à faire ci ou ça, et tu te dis, ouais, c'est surtout ça. Ouais. J'aurais pas trop d'autres idées là, mais c'est l'idée principale qui me vient. Après, je pense que c'est dans beaucoup de métiers de la santé, quand tu vois ton patient progresser, c'est toujours un plaisir. Forcément. Bah après, tu t'avais dit que tu faisais ça pour ça, finalement. Oui. Enfin, que c'était l'humain qui t'intéressait, donc ça m'étonne pas. Et du coup, là, on passe un peu au point négatif. Est-ce qu'il y a eu des points négatifs, des surprises auxquelles tu t'attendais pas? On a parlé un peu de ta prépa, où en fait, t'as pas du tout travaillé les matières que vous faites en première année, par exemple. Ça peut être un point négatif. Est-ce que t'en as vu d'autres comme ça, où tu t'es fait ah ouais, d'accord, je m'attendais absolument pas à ça et t'étais déçu, quoi? Bah, comme ça, pas vraiment. Après, c'est vrai que la première année est très 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 théorique. On voit pas du tout de pathologie que nous on va voir plus tard. On voit pas du tout de trucs comme ça. On voit vraiment les bases en biologie, en neurosciences, enfin vraiment l'anatomie, pas du tout la pathologie. Et c'est vrai que la première année peut être un peu décourageante, parce que tu te dis qu'est-ce que je fais là, enfin pourquoi on est en train de m'expliquer en long, en large, en travers comment le cerveau il fonctionne, alors que moi je veux juste aider des enfants à mieux écrire, tu vois. Enfin, c'est un peu ça. Ouais, d'accord. Surtout qu'en première année t'as pas forcément l'optique de dans quel domaine tu veux te diriger, etc. C'est ça. C'est assez flou. Donc, au final. C'est ça. En fait, alors à l'époque de la prépa, t'étais déjà dans le flou de savoir ce que t'allais faire après, et une fois que t'es en orthophonie, t'as ta première année, tu fais ouais, je vais faire des trucs concrets, et en fait on te refait le coup de bah non, en fait attends un peu, et il y a ce truc de déception. C'est ça, en fait c'est vraiment ça, on attend un peu, attends un peu ta troisième année et tu verras, tu commenceras à avoir des trucs fun. C'est ça, t'as l'impression de toucher au Graal alors que pas du tout. Et est-ce que t'avais l'impression d'être assez renseigné là-dessus, ou pas du tout, et finalement ça a été une surprise? Bah moi j'étais pas du tout renseignée. Ouais. J'avais acheté des bouquins quand j'étais en prépa que j'ai jamais lus. Faudrait peut-être, parce qu'en vrai faudrait peut-être les revendre, ça ferait un peu d'argent. Je sais qu'il y a justement un descriptif de toutes les unités d'enseignement qui sont obligatoires en orthophonie pour le certificat d'aptitude à l'exercice orthophonique. Je sais que tout est détaillé là-dedans, mais comme je les ai pas lus, bah voilà. Et bah je pouvais pas savoir. Bah ça sert à rien. Alors, donc je voulais parler aussi des problématiques de l'orthophonie. C'est-à-dire que, par exemple, alors problème, entre guillemets, mais je te laisserai répondre à ça, c'est que, par exemple, on voit comment les orthophonistes sont pratiquement que des femmes. Comment on peut expliquer ça? C'est pas une réelle problématique. Mais comment on peut expliquer ça? Comment on peut dire qu'il n'y a pas diversité de genre, et on parlait aussi de diversité culturelle? Bah après c'est vrai que il y a pas vraiment d'explication. C'est comme en ingénieur il y a plus d'hommes, en maths il y a plus d'hommes. Enfin c'est vrai qu'en orthophonie je sais pas trop pourquoi ça attire pas les hommes. C'est un peu comme infirmière. Tu vois, naturellement on dit infirmière et naturellement. Mais tu vois, par exemple, je dis une infirmière directe, tu vois. Ouais. Donc ouais, il y a pas trop de réponses. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux mecs qui nous écoutent? Et les gars, foncez. Bah c'est fun l'orthophonie quoi. En plus on est à la fac avec 120 meufs. Hein. Ah, ça peut être un avantage pour beaucoup, effectivement. Ça peut être quelque chose. Je voulais parler aussi, des prix. On avait parlé un peu des prix justement en libéral, du côté éthique de ça, puisqu'il y a quand même des prix qui deviennent exorbitants pour certaines familles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a une limite à avoir? Ou est-ce que, au final, oui, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais toi, personnellement, est-ce que tu trouves que éthiquement, il y a quelque chose à faire là-dessus? Au niveau du déconventionnement, du coup? Ouais. Au niveau du prix, même si, du coup, tu m'as dit que c'était remboursé à 75%. Oui. Si t'es déconventionné quand même. Non. Ah non, donc si t'es déconventionné, c'est pas remboursé. Non, c'est remboursé à hauteur des 75% conventionnés. D'accord, ok, je vois. Bah, par exemple, pour une séance classique, en moyenne, c'est 25 €. Voilà. Donc, on va être remboursé à 21 €. Voilà. Pas plus ou moins, enfin non, même pas d'ailleurs, moins, 19. Et du coup, si on augmente ce prix... Si on augmente, tu seras quand même remboursé à 19 €. Enfin, il me semble. Donc, éthiquement, je sais pas, moi, comme ça, je me dis, en fait, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite à ça. Est-ce que je me trompe ou pas? Il y a aucune limite. En fait, c'est ça le problème avec le manque actuel. C'est que je pourrais proposer des séances à 150 € d'orthophonie. Ouais. Et j'aurais quand même du monde.
D'accord. J'aurais du monde sur Paris, dans le premier arrondissement. Mais j'aurais pas du monde, comme ça, en banlieue, j'aurais beaucoup moins de monde que dans Paris même, où on va avoir une classe sociale un peu plus... un peu plus élevée, très clairement, ouais. Mais c'est vrai que c'est ça le grand débat, en fait, avec le déconventionnement. Il y en a qui sont complètement contre. Moi, ma maître de stage en libéral, l'année dernière, elle m'avait dit justement ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'orthophonie, à la base, c'est quand même pour des gens qui sont pas forcément aisés, quoi, parce que quand tu fais des études comparatives, une personne dans un milieu aisé, elle va avoir beaucoup moins de problèmes à l'école qu'une personne dans un milieu défavorisé. Ouais, c'est dès le début que tu sens ça. Tout de suite, la balance, elle s'inverse, elle s'inverse pas, mais elle pèse en mode, si c'est le milieu défavorisé qui a des problèmes à l'école, c'est aussi le milieu défavorisé qui va avoir besoin d'orthophonie. Et du coup, si tu te déconventionnes et que tu fais payer plus cher, tu empêches ce milieu défavorisé-là, qui en a besoin, d'avoir accès à l'orthophonie. Okay. Après, évidemment, t'as aussi des personnes de milieux aisés qui vont avoir des problèmes aussi et besoin d'orthophonie. Mais eux pourront peut-être plus le permettre. C'est ça. Quoi. En fait, pour les déconventionnés, tu fais le choix, toi, de t'orienter vers les personnes qui ont les moyens, entre guillemets, quoi. Et c'est un peu le débat en mode, est-ce que tu fais le métier pour aider ceux qui en ont besoin, ou est-ce que t'aimes l'argent ? Ouais, c'est ça. Mais, c'est assez compliqué parce que moi-même, j'ai le côté éthique en mode, quand même, c'est vrai que c'est eux qui en ont besoin, mais d'un autre côté, je me dis, ouais, mais quand t'as la moitié de ton salaire qui est coupé en deux avec les charges, les impôts, les machins, parce que t'es en libéral, c'est vrai que ça te fout un peu le seum, et quand tu vois que tu passes des heures à rédiger tes trucs et qu'au final, tu fais ça pour avoir des clopinettes. Même pas de clopinettes d'ailleurs. Tu restes quand même assez bien payé, j'imagine, en libéral quand même. Ça dépend. En fait, y a beaucoup d'orthophonistes en libéral qui font des journées de 4 jours et des grosses journées, 8h, 20h. Ou alors tu te répartis sur 5 jours. En fait, chacun choisit ses horaires un peu comme il veut. Du coup, t'as des salaires assez variables, mais c'est vrai que t'as quand même une grosse partie qui s'approche des 50% qui va dans les charges. Ouais, donc on va dire qu'il va falloir équilibrer l'éthique et le financier, quoi. C'est ça. Voilà. Pour que t'arrives à t'en sortir en même temps assez bien. Mais sinon, pour répondre à ta question, tu peux tout à fait proposer des séances d'orthophonie à 500 € et voir si des gens viendront. Voilà. Donc peut-être qu'un palier serait pas... Oui, un petit entre-deux. Voilà. Donc ça, c'est peut-être à travailler. Je voulais aussi parler de l'accès à l'orthophonie, mais niveau territoire français. Je cite un député là qui avait dit que dans les établissements de santé, 1/3 des postes seraient vacants, sous-rémunérés, les postes manquent d'attractivité et sont délaissés. Les patients, même ceux dans les situations les plus graves, ne peuvent être soignés pour des soins urgents concernant le langage et la déglutition. Les cabinets libéraux vers lesquels les établissements de santé orientent les patients ne peuvent pas répondre à un afflux supplémentaire n'arrivant déjà pas à satisfaire les demandes de soins de ville. C'est quand même, ça a l'air quand même assez urgent. C'est une alerte assez urgente. Oui, ça, c'était en 2018 et visiblement, ça a pas trop bougé. Ça, c'est même un peu empiré. Ouais. En fait, ça va être très... les écrans, mais en fait le problème c'est qu'on a de plus en plus de troubles qui sont liés à l'utilisation des écrans chez le tout petit. D'ailleurs, ne montrez pas la télé à votre enfant plus de 20 minutes par jour, il faut lui parler en même temps. Donc là c'est la professionnelle qui vous parle. Avant 3 ans. Ah mais c'est super important. Non mais j'imagine, en fait, ça a été prouvé de toute façon. La moitié des petits que tu vois en orthophonie, c'est des enfants qui ont été collés devant la télé. Voilà, sauf que tu peux pas apprendre à parler, tu peux pas apprendre à t'exprimer devant une télé. Tu peux montrer un film à son enfant, mais il faut que tu sois à côté de lui et que tu verbalises ce qu'il voit à la télé. Voilà, on n'est pas contre Call of, mais on est contre Call of à 3 ans. Voilà, c'est en résumé. C'est ça. Voilà. Et du coup, de par cette hausse de troubles liés à ça, mais du coup, de par cette hausse, t'as forcément moins de place pour les autres troubles qui sont quand même assez graves, comme quand t'as un trouble lourd de la déglutition. Ça devient assez rapidement urgent et dangereux pour le patient parce que je peux le rappeler, mais un trouble de la déglutition, ça peut entraîner du coup des fausses routes. Donc c'est quand on avale de travers, c'est tout bête. On peut faire des fausses routes à la salive, on en fait tous des fausses routes. Je m'en rends compte maintenant d'ailleurs, quand je mange avec des gens, je leur dis des fois « Ah, t'as fait une petite fausse route là !» Sauf que pour des patients qui ont des troubles de la déglutition, les fausses routes répétées, ça peut créer une pneumopathie qui peut entraîner la mort.
Qu'est-ce qu'une... Une pneumopathie, en fait, c'est une infection pulmonaire qui va se créer quand de la nourriture ou des liquides vont se mettre dans les poumons. Donc c'est vraiment des fausses routes répétées qui vont entraîner du coup un passage soit de la nourriture, soit de ce qu'on boit, soit de salive dans les poumons. Et ça va infecter du coup les poumons qui ne sont pas censés recevoir des petits cadeaux comme ça. Effectivement. Voilà. Et c'est vrai que, on en parlait récemment en stage, c'est que par exemple à l'hôpital de Melun, il y a une orthophoniste pour tout l'hôpital. D'accord. Et du coup, effectivement, ça fait beaucoup de charge. elle peut pas s'occuper de tous les services. Il me semble qu'elle est dans le service neurologique, mais elle peut pas être dans le service de réanimation, alors que c'est là où il y a aussi beaucoup de troubles de déglutition. Ouais. Et c'est souvent mal pris en charge aussi, dans le sens où, pour ce qui est préconisé dans les troubles de la déglutition, c'est par exemple l'eau pétillante fraîche, des verres échancrés, donc ça va être un verre avec un bord plus large. D'accord, oui, c'est très technique en fait. Oui, la déglutition c'est très important, enfin c'est très technique et c'est très important que ce soit technique parce que ça a très vite fait de déraper. Et c'est pour ça aussi que dans beaucoup de cliniques, d'hôpitaux, etc., il y a une mise en place de textures adaptées pour les différents troubles de déglutition. Donc il y en a plus ou moins, mais la plupart du temps, les plus communes, c'est mixé, fondant, haché. Ou mixé, ça va être vraiment... mixé, quoi. Fondant, ça va être un entre-deux. Et haché, on va pouvoir avoir... des légumes un peu plus consistants, des pâtes pas trop petites, pas trop grosses. Mais par contre, pour tout ça, on va avoir interdiction aux graines, donc riz, blé, semoule, interdiction parce que c'est trop compliqué. Oui, donc vous avez carrément des cours sur quelle nourriture donner à telle personne. Ouais. Donc là, on vient vraiment sur du concret, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup d'interdictions aux poissons chaudes parce que c'est le plus dangereux. Pour les cas les plus lourds, on va pouvoir épacifier l'eau. On va on va donner de l'eau gélifiée et c'est dégueulasse l'eau gélifiée. Et épaissir aussi les boissons chaudes s'il faut. Si vraiment les patients veulent absolument leur café le matin, il y a des épaississants sur le marché. Genre un connard qui dit moi si j'ai pas mon café le matin c'est pas possible. C'est tout à fait ça. C'est lui. D'accord. Il y en a parle de moi d'un seul coup. Et du coup, on peut mettre c'est une espèce de poudre, il me semble, et du coup, ça va épaissir le café et permettre une meilleure déglutition, du moins plus facile. Surtout que cette orthophoniste à Melun, comme on en avait parlé avant, comme elle est en salariat, elle est potentiellement beaucoup moins bien payée que une libérale. Donc comment on fait pour retenir ces gens-là? Et justement, il y a des solutions qui ont été mises en place, notamment dans les territoires où il y a vraiment très peu d'orthophonistes, comme j'avais noté dans le Cantal ou à Mayotte, par exemple. Il y a eu des contrats d'aide à l'installation. Si tu restes par exemple 5 ans dans la zone sous-dotée. Oui. T'as aussi des contrats de maintien. L'APO a fait une infographie sur les contrats d'incitation d'installation. Eh ben voilà, donc direction la FENEO. L'APO. Oh là, non mais ouais, mais il y a trop de trucs. C'est sur le Insta de l'APO. Mais moi je m'y perds. Mais oui, il y a des contrats d'allocation d'études aussi. C'est ça. Je sais pas si tu l'avais. Je l'avais, mais donc voilà, tu peux l'expliquer. On a beaucoup d'offres aussi de ça. Ça va être des structures comme des instituts médico-éducatifs, des CMP comme j'en parlais tout à l'heure, qui vont proposer une bourse aux 5e année. Une sorte de bourse, et en échange ça dépend des structures, mais en échange ils vont demander une sécurité et que l'orthophoniste, quand elle sortira de l'école, elle ira travailler dans cette structure là pendant 6 à 12 mois en fonction du contrat qui a été passé. Voilà, et pareil il y a parfois des trucs à l'échelle de la région où on a reçu des demandes par exemple du Val d'Oise qui proposaient de l'argent pareil aux étudiants qui promettait de s'installer après dans le Val d'Oise. Et il me semble qu'il y a un CF, je dis peut-être une bêtise, mais de Brest. En gros, quand tu t'inscris à Brest, tu t'engages à t'installer dans la région. D'accord, carrément, ok. Pendant 1 an, je crois. D'accord. Oui, donc en fait, t'as peut-être des étudiants qui refusent Brest à cause de ça, mais par contre, ça laisse de la place à des potentielles personnes qui veulent rester. Ouais. Après, je dis ça, ils ont fait ça une année. Je sais pas si ça s'est refait. D'accord. Peut-être que ça a fait un peu une vague contestataire qui disait mais pourquoi juste Brest ou... Pas forcément, les écoles d'orthophonie font un peu ce qu'elles veulent. L'année où j'ai passé le concours, Toulouse a décidé qu'on était tous trop nuls. Enfin moi j'avais pas passé le concours de Toulouse, mais ils ont décidé que les notes étaient trop basses et que du coup cette année-là ils allaient prendre que 15 personnes. C'est réglé parce qu'il y a tellement d'orthophonistes en France que c'est plutôt intelligent comme move. C'est ça, donc en fait ils ont pris 15 personnes à l'écrit
Et après, il fallait qu'ils refassent une sélection à l'oral. Donc à l'oral, ils avaient toujours la liberté de dire, bah toi, en fait, t'es trop nul aussi à l'oral, donc tu tèges. C'est Koh-Lanta, il en reste qu'un. C'est ça. Donc là, il y a une promo actuellement à Toulouse où ils sont moins de 15. Mais c'est terrible. Tu dois te regarder dans le blanc des yeux tout le long. Ah bah t'as intérêt à être copain. Hein. Ah bah c'est sûr. Oui, donc je voulais savoir moi ce que t'en pensais, hormis tout ça, de ces solutions de primes qu'on te donne pour t'installer ailleurs. Est-ce que toi potentiellement ça t'intéresserait, ou est-ce que tu trouves ça juste, normal, intéressant? Comment toi tu ferais évoluer ça, ou pas du tout, si ça te va parfaitement? Moi je trouve ça bien. Après, ça m'intéresse pas spécialement parce que j'ai pas trop envie de faire du salariat pour l'instant. Après, ça va peut-être changer et à ce moment-là, ça m'intéressera peut-être plus. Oui, on parle uniquement cette prime, on parle uniquement du salariat, pas du libéral. Oui. D'accord. Enfin, non, ça dépend. Il y en a certaines, parce que j'avais lu, oui. Si ça vient d'un département ou d'une région, ça va être, tu t'installes, toi, dans la région, et par contre, les contrats d'allocation d'études, ça va être des structures qui viennent vers toi, donc là ça va être du salariat. Parce que j'avais lu des contrats d'aide d'installation, et en fait tu as des aides pour ceux qui vont être en salariat et pour ceux qui vont être en libéral. Et tu as aussi des contrats d'orthophonistes qui ont plus de 60 ans et qui vont accueillir quelqu'un de moins de 50 ans pour prendre la relève. Donc ils appellent ça les contrats de transition. C'est un viager. Voilà, en quelque sorte. En quelque sorte. Mais après, tu as beaucoup d'orthophonistes qui cèdent leur patientèle aussi, et qui vont te laisser leur cabinet, leur matériel, leurs patients, quand elles partent à la retraite, leur famille, pas encore. Quand elles partent à la retraite ou qu'elles changent de voie ou quoi. Et là, ça peut très vite devenir intéressant. Moi, ça m'intéresse, ça, parce que quand tu vois que, par exemple, une batterie d'évaluation du langage chez l'enfant, ça coûte 600 €, tu te dis que, finalement, si tu récupères ça chez quelqu'un d'autre, ça peut être pas mal, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, financièrement, c'est hyper intéressant, quoi. Surtout quand tu commences. Mais la situation est vraiment critique. Enfin, on a les orthos qui veulent partir en congé maternité, ne trouvent pas de remplaçants. Elles postent des annonces. Enfin, nous, on relaye beaucoup d'annonces, justement, de remplacement de congé maternité et justement de cession de patientèle. Enfin, on relaye beaucoup d'offres d'emploi et elles ont jamais de réponse, en fait. Parce que les remplacements, c'est sûr que quand toi, t'es installé, t'as pas envie d'en faire. Donc, il y a beaucoup de... Enfin, ça se fait chez les néo-diplômés de faire des remplacements, mais y a personne. Ouais, non mais très clairement. Et quand tu vois l'outre-mer qui est trop souvent oublié là-dessus, qui n'a même pas d'école, genre, je sais pas, ça se trouve je m'y connais pas assez, mais qu'est-ce qu'on attend pour faire quelque chose là-dessus? Parce qu'on est en fait déjà au sein de métropole, t'en as pas beaucoup. Enfin voilà. C'est des sujets à pousser un peu plus loin. Mais je crois que c'est à la hausse, les outre-mer. Ouais, quand même. Oui. Bah, peut-être que ça a été alerté et que... Ouais, peut-être. Je voulais savoir, pour finaliser ce podcast, aujourd'hui, c'est quoi ta vision de ta formation? Qu'est-ce que tu en retires de ça, avec l'expérience, tu vois, de ces 3 ans? Je trouve qu'elle est très complète. Au niveau des stages, j'ai pas vraiment eu de mauvaise expérience pour le moment. Il y a eu des stages plus compliqués que d'autres, mais j'ai jamais eu besoin de signaler une maître de stage à la fac. J'ai jamais eu de problème vraiment où j'ai pas validé un stage ou quoi. En cours, j'ai eu quelques problèmes, quelques petits rattrapages, mais qui n'a jamais eu de rattrapage? Toutes mes copines, vraiment terrible. Oui, mais toi t'as pas de partiel. Et j'avais omis cette idée. En fait, en étant en 3e année, j'arrive mieux à voir où nous emmènent les études par rapport à en première année où justement je voyais de l'anatomie et des bases et je me disais mais je vais pas être orthophoniste avec ça, quoi. Et là justement je commence à me dire je vais être orthophoniste avec ça, et en plus comme là on arrive vraiment dans le vif du sujet, les stages cliniques, on commence à prendre en charge des patients, etc. C'est sûr que là tu te rends tout de suite mieux compte et tu peux te dire j'ai choisi la bonne branche ou c'était pas pour moi. Ouais. Et je suis ravie d'avoir choisi la bonne branche. C'est tant mieux. C'est cool. On voit que t'es épanouie. Ça fait plaisir à voir. Et d'avoir eu aussi à côté l'associatif, c'est vrai que c'était très enrichissant aussi, parce que ça offre une formation tout autre en fait. Tu t'es pas du tout dans un amphi, t'es pas du tout en train de prendre des notes d'un cours magistral, t'es pas non plus en stage surveillé par une personne supérieure à toi. C'est vraiment toi, t'as ton poste, tu sais ce que tu dois faire, plus ou moins, et tu fais avancer cette association qui vient aider tous les étudiants de la fac. Ouais.
Et c'est vrai que c'est toujours agréable quand on reçoit des mails qui nous disent merci pour ce que vous faites, et même quand on reçoit des mails de parents ou d'orthos qui ont relayé des offres d'emploi ou des offres de babysitting, des trucs comme ça, qui nous disent on a trouvé du coup grâce à vous et tout, merci. Ouais, carrément. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'aider au-delà du métier d'orthophoniste, parce qu'au final on n'est pas encore orthophoniste, on peut pas vraiment aider. Mais il y a déjà une aide constante en fait que tu fais, enfin rien que là avec l'APO, t'aides que ce soit les étudiants ou les futurs étudiants ou les familles qui recherchent, enfin voilà. Et aider les étudiants, c'est vraiment super. Ouais. Même si des fois il y en a qui s'en foutent. Tu le fais déjà là, j'imagine. On propose beaucoup de choses différentes, et si certaines choses plairont pas à certains, d'autres choses plairont à d'autres, et c'est super c'est super enrichissant de voir d'organiser tout ça, de voir comment tout ça se gère, et après de voir que les étudiants ça leur plaît, qu'on les aide, même au niveau de tout ce qu'on a comme demande de mail, de questions et tout, qu'on puisse orienter les gens. C'est super enrichissant. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu referais ou changerais, et qu'est-ce qui t'aurait aidé à faire à attaquer mieux tes études? Des fois je regrette un peu les maths parce que voilà, mais je me dis que en orthophonie t'as toutes les prises en charge logico-mathématiques. D'ailleurs c'est vers là où je m'oriente, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et de justement me former un maximum après la formation initiale pour pouvoir proposer des prises en charge à des patients au-delà de l'école primaire, parce que du coup t'as une formation qui est pour l'école primaire, et après t'as des formations au-dessus, parce que du coup ça va pas du tout être la même prise en charge. Oui. Donc voilà, donc au final, même si j'hésitais au début, je retrouve quand même ce premier choix des mathématiques dans ma filière. Du coup c'est toujours fun. C'est super. C'est que du fun, comme j'ai dit au début. D'accord. Et je voulais savoir, donc ça c'est un peu théorique, tu vois, mais ça fait un podcast de start-upper, tu vois. Mais je voulais dire que tu finis tes études dans 2 ans et demi, quoi. Où est-ce que tu te vois après tes études, donc je sais pas, dans 3 ans, 4 ans? Est-ce que t'as un plan? J'aimerais bien me former, du coup. Je pense que je commencerai pas l'exercice tout de suite. Et après, je pense que je m'orienterai peut-être plus vers des remplacements. Dans un premier lieu, justement parce que j'ai conscience du besoin qu'il y a de toutes ces orthos enceintes qui doivent laisser leurs patients et leur cabinet. Mais ouais, plutôt des remplacements, comme ça tu te fais une expérience, et puis tu peux peut-être mettre un peu de côté, et après se lancer et ouvrir un cabinet. J'aimerais bien avoir un cabinet avec d'autres gens. Pour les pauses déj. Bien sûr, les pauses déj, c'est le plus important de toute façon. Mais voilà, c'est là où je me verrai. D'accord. J'espère. D'accord. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui seraient potentiellement intéressés par ce cursus d'orthophoniste? Les ultimes conseils. Je pense que si c'est un métier qui peut vous intéresser, il faut vraiment pas hésiter. Je sais que j'ai pu dire des trucs qui faisaient un peu peur sur la difficulté des études, sur les premières années qui sont très théoriques. Mais une fois qu'on arrive justement à ce moment où on se rend compte de vraiment pourquoi on fait ça, comment on va le faire, qu'on commence à voir des patients, à se rendre compte qu'on a un impact sur eux, etc. C'est là où c'est que du fun, et on se rend compte que ces années de théorie et ces années de galère, ça valait le coup, et qu'une fois qu'on sera installé en tant qu'orthophoniste à plein temps, on n'y pensera plus. D'accord, bon parfait. Moi j'y vais, moi je m'inscris demain là. Je voulais savoir, alors là on va changer un peu d'études, d'expérience et tout. Je voulais savoir si t'avais pas une recommandation culturelle qui tourne autour de ton métier, de ton futur métier, que les auditeurs pourraient aller voir, écouter, je sais pas, consulter peut-être, et que ça leur donne envie, et qu'il y a un vrai truc un premier pied déjà dans la vie d'orthophoniste. Hors norme. Alors qu'est-ce que c'est Hors norme? Alors Hors norme, c'est un film, je saurais pas te redire le réalisateur. Je crois que c'est Toledo et Nakash, ceux qu'on fait Intouchable, qu'on fait également Nos Jours Heureux. Mais du coup, c'est un film avec notamment Vincent Cassel, qui va nous parler de la prise en charge des personnes autistes. Autistes avec des spectres autistiques assez lourds. Enfin, je sais pas, non, ça se dit pas comme ça, mais
Du coup, là, ça va être des cas assez lourds. C'est plutôt d'accord, ça des cas la assez bonne lourds. formulation. Et du coup, ça va être une histoire vraie qui va retracer le parcours de C'est le silence des justes. C'est une vraie association qui justement accompagne des personnes autistes. C'est pas le silence des justes. On va dire que c'est une association. Voilà. Mais du coup, ça va être deux amis qui vont gérer deux associations différentes, mais qui vont être complémentaires. Et du coup, on voit vraiment tout ce côté difficile de l'autisme, mais à la fois beau. Enfin, le film est très très beau, il est très très bien fait. Je l'ai vu 4 fois ou 5 fois. Ouais. Ah oui, donc, Je l'ai vu donc 3 visiblement, faut le voir. Hein. Je l'ai vu 3 fois au cinéma. Après, c'est vrai que le sujet est pas vraiment l'orthophonie. Il y a une orthophoniste dans le film et elle est plus là pour une histoire d'amour qu'autre chose. Mais c'est un film vraiment vraiment très intéressant. Et l'autisme, de toute façon, c'est un sujet qui est si vaste et si intéressant. Il y avait aussi un petit bouquin un peu sous forme de BD super intéressant et vraiment n'importe qui peut le lire. Nous, on nous l'a conseillé en cours, mais c'est vraiment verbalisé pour que le grand public puisse l'intéresser. Ma mère l'a lu. Très bien. Et elle a beaucoup aimé. Alors, il faut le lire. Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents. Du coup, ça va être plus vers l'enfant autiste. Mais c'est vraiment les deux trucs qui m'ont marqué. Après, j'ai lu pas mal de livres. On a, au niveau des bouquins qui traitent un peu d'orthophonie, on a Le cri de la mouette qui va parler de surdité. C'est un témoignage de... j'ai plus le nom. Elle s'appelle Emmanuelle, mais j'ai plus le nom de famille. Donc qui est justement sourde de naissance, et ça va parler de tout ce qui est implantation cochléaire et son quotidien en tant que personne sourde. On va avoir La cicatrice qui va être sur un enfant avec une fente palatine. Emmanuel Laborie. C'est ça. Voilà, Emmanuel Laborie, Le cri de la mouette. Donc La cicatrice, on va avoir Le scaphandre et le papillon, qui est basé sur une histoire vraie aussi. C'est tout ce qui me vient là. Après, c'est déjà pas mal. C'est ça. C'est déjà pas mal. Moi, si je peux rajouter mon petit grain de sel... lecture, écoute. Si je peux rajouter mon petit grain de sel... Peut-être aller, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez Le discours d'un roi. Ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais ça reste un beau film. C'est pas forcément le meilleur film du 21e siècle, même s'il a eu 3 Oscars, je crois, avec meilleur acteur, meilleur film, meilleur réalisateur. C'est dans la famille royale, en fait, c'est le père de la reine actuelle en Angleterre, donc George VI, qui est bègue. Il était de base pas du tout destiné à être au trône, mais en fait, son frère, donc Édouard VIII, a abdiqué, et donc le trône revient à son frère, qui est complètement bègue, qui est incapable de faire un discours en public. Et donc il va devoir faire un énorme discours dans un stade plein pour reprendre la succession, et donc il va appeler un orthophoniste pour l'aider, et donc on va le suivre à travers cette galère, et en même temps avoir le portrait de 2 hommes qui sont pas du tout de la même classe sociale, qui est un film très très british, mais qui est hyper sympa. Alors ça colle pas forcément à notre époque maintenant, c'est sûrement assez romancé par rapport à l'histoire vraie, mais par contre ça peut être un très bon divertissement et une très bonne porte d'entrée à l'orthophonie, je pense. Donc voilà, donc on arrive à la fin. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour avoir des informations sur la formation d'orthophoniste. Si des gens ont des questions, je sais qu'on a parlé de l'APO, c'est le moment d'envoyer les réseaux sociaux et c'est le et moment les de mails. faire la pub. Voilà. Alors moi, du coup, je suis trouvable personnellement sur Instagram, @Agathe Visfeeling, THISFEELING. Je vais mettre dans la description. Et pour contacter l'APO, ça va être soit sur le compte Instagram, il me semble que c'est l'APO, mais si vous tapez APO, APEO, vous trouverez. Et par email, ça va être association APO, donc toujours APEO, @gmail.com. Et pour me contacter sur mon adresse associative, ça va être apo.présidence@gmail.com. Parfait. Eh ben, je crois que tout est clair. On arrive à la fin, donc Agathe, merci beaucoup d'être venue. Pas de souci. D'être venue nous parler de tes études. J'espère que t'as passé un bon moment. Toujours avec toi. Bon, oh là là, toujours plus. Donc voilà, merci beaucoup. C'était un honneur pour la première. Je suis sûr qu'on va toucher des millions d'auditeurs grâce à toi. C'est sûr. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, j'espère que ça vous a plu.
En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça ferait extrêmement plaisir. Je vais aussi créer un compte Twitter @tu-vas-faire-quoi-plus-tard où je relayerai les infos du podcast et ce dont on a parlé à chaque épisode. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Au revoir. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, je récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui et on ne va pas vous rater la semaine prochaine.